Une serveuse en difficulté a sauvé un garçon kidnappé avec rien d'autre qu'une bouteille et son courage à toute épreuve. L'enfant n'a cessé de lui tenir la main, même lorsque son père est arrivé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le père était un parrain de la mafia qui protège ce que son fils aime. Et son fils venait de la choisir. Les pieds de Mia Chen lui faisaient terriblement mal. 11 heures. C'était le temps qu'elle en avait passé debout au restaurant Romano's à servir des hamburgers trop cuits à des camionneurs qui lui donnaient des pourboires de 25 cents. Elle avait souri tout au long de la soirée, car c'est ce que font les mères célibataires. Elle sourit, elle persévère, elle survive. À 23h47, elle rentrait enfin chez elle en empruntant les ruelles de South Brooklyn. Elle serrait son sac à main contre ses côtes. Les lampadaires clignotaient comme des battements de cœur mourants, projetant des ombres qui bougeaient alors qu'elles n'auraient pas dû. Elle aurait dû prendre la route principale. Elle le savait. Mais la route principale ajoutait 15 minutes et sa fille Emma était seule à la maison, âgée de 7 ans mais trop courageuse pour son propre bien, prétendant qu'elle n'avait pas peur du noir. Mia accéléra le pas, ses baskets usées claquant contre le béton humide. C'est alors qu'elle l'entendit. « Non, laisse-moi partir, papa. » Le cri déchira la nuit comme du verre brisé. Mia se figea, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Tous ses instincts lui criaient de courir dans l'autre sens. « Occupe-toi de tes affaires, rentre chez Emma. Ne fais pas l'idiote. » Mais cette voix, c'était celle d'un enfant. Elle a tourné au coin de la rue et les a vus. 3 hommes vêtus de noir, le visage couvert de cagoules, traînaient un garçon vers une camionnette noire. L'enfant ne devait pas avoir plus de 9 ans, ses baskets de marque raclaient le sol alors qu'il donnait des coups de pied et se débattait. Un homme le tenait en prise d'étranglement. Un autre ouvrait la porte coulissante du fourgon. « S'il vous plaît, mon père vous donnera tout ce que vous voulez. »« S'il vous plaît. » L'homme resserra son étreinte. « Tais-toi, gamin. » La main de Mia bougea avant que son cerveau ne puisse la rattraper. Elle attrapa une bouteille de bière vide par terre près d'une benne à ordures, et avant qu'elle ne puisse se raisonner, elle courait déjà. Et sa voix était plus forte qu'elle ne se sentait. « Éloignez-vous de lui. » Les 3 hommes se retournèrent. Pendant une fraction de seconde, personne ne bougea, puis l'un d'eux s'en alla. « Madame, éloignez-vous, ce n'est pas votre problème. » J'ai dit, « Lâchez-le. » Elle lança la bouteille. Elle se brisa contre la camionnette dans un fracas qui résonna dans la ruelle. Les hommes sursautèrent, et profitant de cette distraction, le garçon mordit violemment le bras de son ravisseur. « Fils de... » L'homme le lâcha et le garçon courut droit vers Mia. Il se jeta sur elle, ses petits bras s'enroulant autour de sa taille, tout son corps tremblant. « Ne les laissez pas m'emmener, s'il vous plaît, ne les laissez pas faire. »« Je suis là, » murmura Mia, même si elle n'avait aucune idée de comment elle allait tenir cette promesse. Les 3 hommes avancèrent. Celui qui était devant fit craquer ses doigts. « Tu viens de faire une grosse erreur, serveuse. » Comment savait-il qu'elle était serveuse? Mia sentit son sang se glacer. Elle recula, gardant le garçon derrière elle, cherchant désespérément quelque chose qu'elle pourrait utiliser comme arme. Son téléphone était dans son sac à main, mais elle n'avait pas le temps d'appeler le 911. Elle n'avait le temps de rien faire. L'homme tendit la main vers elle, puis toute la ruelle fut inondée de lumière. 2 SUV noirs s'arrêtèrent dans un crissement de pneus, bloquant les 2 extrémités de la ruelle. Les portes s'ouvrirent brusquement. Des hommes en costume en sortirent, et ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Ils se déplaçaient comme des soldats, le visage dur, les mains glissées dans leurs vestes. Mais c'est l'homme qui sortit du premier véhicule qui fit tout s'arrêter. Il était grand, peut-être 1,80 m, avec des cheveux noirs coiffés en arrière et une mâchoire qui semblait sculptée dans la pierre. Son costume coûtait probablement plus cher que Mia, fabriqué en 3 mois. Mais ce n'était pas le costume qui lui coupait le souffle, c'étaient ses yeux, froids, calculateurs, mortels. Il regarda le garçon, accroché à Mia, et quelque chose se brisa dans cette expression glaciale. « Luca », sa voix était rauque, à peine maîtrisée. « Luca, tu es blessé ?»« Papa. » Le garçon. Luca se mit à courir vers lui, mais s'arrêta, se retournant pour attraper la main de Mia. « Elle m'a sauvé, papa. Ils allaient... Je sais. »
Le regard de l'homme se porta sur les trois ravisseurs qui reculaient maintenant vers la camionnette. Sa voix baissa jusqu'à devenir quelque chose qui ne semblait plus tout à fait humain. Quittez la camionnette. Courez. Si vous arrivez à sortir de Brooklyn avant le lever du soleil, vous verrez peut-être demain. Ils coururent. L'homme marcha vers Mia et son fils, et de près, il était encore plus terrifiant. Il y avait quelque chose en lui qui criait « danger, pouvoir, contrôle ». Il s'agenouilla et prit Luca dans ses bras. Et pendant un instant, Mia vit le masque tomber. Il serrait son fils comme s'il était la seule chose qui comptait au monde. « Je suis désolé, papa. Je suis désolé. Je suis sorti de la voiture pour récupérer ma balle, et ils ont juste... » « Bien sûr, ce n'est pas ta faute, » dit-il en se levant, soulevant Luca d'un bras, puis tournant ses yeux froids vers Mia. « Toi. » Elle recula involontairement d'un pas. « J'avais juste besoin d'aide. Comment vous appelez-vous? »« Mia. »« Mia Chun. Mia Chin. » Il l'a répété lentement, comme s'il voulait le mémoriser, comme s'il prenait une décision. « Tu sais qui étaient ces hommes? Qui les a envoyés? » « Non. Je rentrais chez moi après mon travail au restaurant Romano. Ce n'était pas une question. » Elle a senti son estomac se nouer. « Comment tu le sais? » « Le badge. » Il a fait un signe de tête vers sa poitrine. Elle avait oublié de l'enlever. « Tu habites dans le coin. » Pourquoi il lui demandait ça? Les mains de Mia se mirent à trembler. « Écoutez, je suis contente que votre fils aille bien. Je dois vraiment y aller. Papa, ne la laisse pas partir. » Luca enfouit son visage dans l'épaule de son père, mais tendit la main vers Mia. Elle est gentille. Elle ne représente aucun danger. L'homme serra les mâchoires. Il observa Mia longuement, et elle eut l'impression qu'il voyait clair en elle, à travers son épuisement, sa peur, son uniforme usé et son manteau acheté dans une friperie. Finalement, il s'adressa à l'un de ces hommes sans la quitter des yeux. « Marco, trouve son adresse, son passé, tout. » « Attendez, » dit Mia, le cœur battant à tout rompre. « Je n'ai rien fait de mal. »« Non, » répondit-il d'une voix légèrement plus douce. « Vous avez fait quelque chose de très bien. Mais les gens qui croisent le chemin de mon fils ne s'en tirent pas comme ça. Plus maintenant. » Il souleva Luca plus haut sur sa hanche. « Je m'appelle Adrien Rousseau. Et que vous le sachiez ou non, Mia Chen, vous venez de vous retrouver impliqué dans quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer. » Il se tourna vers son SUV, puis s'arrêta. « Quelqu'un vous contactera demain. Ne fuyez pas. Ne parlez pas à la police. Ne faites rien de stupide. Mais je dois rentrer chez moi, auprès de ma fille. » Il s'arrêta, se retourna lentement. « Vous avez une fille? » Mia acquiesça, détestant le tremblement de sa voix. « Elle a 7 ans. Elle est seule à la maison. Je dois y aller. » L'expression d'Adrienne changea légèrement. Il fit un signe de tête à un autre de ses hommes. « Ramenez-la chez elle. Assurez-vous qu'elle rentre en toute sécurité. Surveillez l'immeuble cette nuit. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas une demande. » Il ouvrit la portière du SUV, puis la regarda une dernière fois. « Vous avez sauvé la vie de mon fils ce soir, mademoiselle Jin. Cela signifie beaucoup dans mon monde. Mais cela signifie aussi que vous êtes sans danger. Ils ont vu votre visage et ils reviendront. » La portière du SUV se referma. Les véhicules s'éloignèrent, laissant Mia seule dans la ruelle avec l'un des hommes d'Adrienne, l'esprit en ébullition. Qu'avait-elle fait? Et qui était Adrien Rousseau? L'homme qu'Adrienne avait assigné à Mia, un garde au visage impassible nommé Tony, ne dit pas un mot pendant le trajet du retour. Il marcha simplement 3 pas derrière elle jusqu'à ce qu'elle atteigne son immeuble, puis se posta près de l'entrée comme une statue. Les mains de Mia tremblaient lorsqu'elle ouvrit la porte. « Maman! » Emma arriva en courant et se jeta dans les jambes de Mia. « Tu es en retard. J'étais inquiète. Je sais, ma chérie. Je suis désolé. » Mia serra sa fille dans ses bras, respirant le parfum de fraise de son shampoing. En sécurité. Ils étaient tous les deux en sécurité pour l'instant. Elle recoucha Emma, l'embrassa sur le front et vérifia 2 fois toutes les serrures de toutes les fenêtres. À travers les stores, elle pouvait voir la silhouette de Tony sous le réverbère, qui observait. Mia ne dormit pas cette nuit-là. On frappa à la porte à 9 heures pile. Mia avait déjà emmené Emma à l'école, l'esprit occupé à réfléchir à des plans pour peut-être prendre sa fille et s'enfuir, quitter la ville, changer de nom. Mais où irait-elle? Elles avaient exactement 347 $ à la banque et un demi-réservoir d'essence dans une voiture qui démarrait à peine.
Elle ouvrit la porte. Deux hommes en costume coûteux se tenaient dans le couloir. Ce n'était pas Tony, celui de la nuit dernière. Ceux-ci étaient différents, plus durs. Mademoiselle John, Monsieur Rousseau demande votre présence, j'ai du travail. Plus maintenant. Le plus grand était chauve, avec une cicatrice au-dessus du sourcil. Il lui tendit un téléphone. Appelez Romanos, vous avez 2 semaines de congés payés. C'est la générosité de Monsieur Rousseau. Mia eut un haut le cœur. Je ne veux pas de sa générosité. Je veux qu'on me laisse tranquille. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il s'écarta, lui indiquant les escaliers. Les voitures attendaient. Elle n'avait pas le choix. Elle savait qu'il ne fallait pas discuter avec ces hommes. Le trajet dura 40 minutes, laissant Brooklyn derrière eux pour les pelouses impeccables et les portails en fer forgé d'un quartier que Mia n'avait vu que dans les films. Le manoir, car il n'y avait pas d'autre mot pour le décrire, se trouvait derrière des murs de 12 mètres de haut, avec des caméras de sécurité qui suivaient leur approche. À l'intérieur, tout respirait l'argent. Sols en marbre, lustres en cristal, peintures à l'huile qui coûtaient probablement plus cher que ce que Mia gagnerait dans toute sa vie. Une femme vêtue d'une robe noire impeccable la conduisit à travers les couloirs jusqu'à ce qu'elles atteignent un bureau. Des étagères en bois sombre allaient du sol au plafond. Un immense bureau où Adrienne Rousseau était assis, lisant quelque chose sur son ordinateur portable. Il ne leva pas les yeux. « Asseyez-vous. » Mia resta debout. « Que voulez-vous de moi maintenant? » Il leva les yeux, un sourcil levé. « Courageuse ou stupide? Je n'ai pas encore décidé. » Il ferma l'ordinateur portable et se cala dans son fauteuil en cuir. « Racontez-moi exactement ce que vous avez vu hier soir. Dans les moindres détails, je vous l'ai déjà dit. Racontez-moi encore. » Elle s'exécuta. La ruelle, les hommes, la camionnette. Il écouta sans l'interrompre, les doigts joints sous le menton. Ses yeux froids ne quittaient pas son visage. Lorsqu'elle eut terminé, il resta silencieux pendant un long moment. « Vous ne mentez pas. » Il le dit comme un fait, pas comme une opinion. Mais cela fait de vous soit une personne incroyablement malchanceuse, soit une personne incroyablement utile. Je ne comprends pas. Quelqu'un a essayé d'enlever mon fils. Quelques heures après ma rencontre avec les Bennett, le soir même, vous, une serveuse au hasard, êtes passé par là et avez joué les héroïnes. Sa voix était douce, dangereuse. Vous comprenez pourquoi j'ai des questions. Le sang de Mia se glaça. Vous pensez que j'étais impliqué. Je pense que les coïncidences n'existent pas dans mon monde. Alors votre monde est paranoïaque, elle s'écria avant de pouvoir se retenir. Je travaille 11 heures par jour, 6 jours par semaine pour nourrir ma fille. J'ai 357 $ à la banque et une voiture qui rend l'âme. Vous pensez vraiment qu'une personne comme moi est assez intelligente pour monter le coup dont vous parlez? Quelque chose a vacillé dans l'expression d'Adrienne. Pas tout à fait s'adoucir, mais reconsidérer. Avant qu'il n'ait pu répondre, la porte s'ouvrit brusquement. « Papa !» Luca entra en courant, toujours en pyjama, le visage s'illuminant lorsqu'il vit Mia. « Tu l'as ramené. Luca, je t'avais dit de rester à l'étage. » Mais le garçon avait déjà traversé la pièce et attrapé la main de Mia. « Ils t'ont fait du mal. » Papa a dit qu'il pourrait s'en prendre à toi aussi. Aussi, parce que tu m'as aidé. Mia s'agenouilla à sa hauteur, oubliant momentanément sa colère envers Adrien. « Je vais bien, mon chéri. Et toi? J'ai fait des cauchemars. » Sa voix se réduisit à un murmure, mais ensuite je me suis souvenu que tu avais frappé cet homme avec la bouteille et je me suis senti plus courageux. Adrien se tenait debout, faisant le tour de son bureau. « Luca, elle est gentille, papa. »« Comme maman avant, » répondit le garçon, les yeux remplis de larmes. Avant qu'elle ne parte, la pièce devint complètement silencieuse. Adrienne serra les mâchoires si fort que Mia l'entendit. Il posa une main sur l'épaule de son fils. « Va chercher Marcus. Il est censé te surveiller. »« Mais maintenant, Luca. » La lèvre inférieure du garçon trembla, mais il obéit, jetant un dernier regard à Mia avant de partir. Adrien se servit un verre dans une carafe en cristal. Du whisky, ambré et cher, il le but d'un trait. « Ma femme est partie il y a 3 ans, dit-il, dos à Mia. Elle ne supportait pas ce que tu vis. Elle ne supportait pas ce que je suis. » Il se retourna et il y avait maintenant quelque chose de brut dans ses yeux. Luca ne fait plus confiance à personne depuis. Il parle à peine au nounou. Il me parle à peine la moitié du temps. Je suis désolé, mais il vous fait confiance.
Adrien s'approcha et Mia lutta contre l'envie de reculer. En une nuit, vous êtes devenue la première personne à qui il s'est confié en 3 ans. Cela signifie quelque chose, Monsieur Russo. Cela vous rend également précieux. Et dans mon monde, les choses précieuses sont soit protégées, soit éliminées. Il scruta son visage. Je dois décider de votre sort. Une porte s'ouvrit derrière eux et un homme plus âgé entra, aux cheveux argentés, au regard froid, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que le loyer de Mia. Il jeta un coup d'œil à Mia, puis à Adrien. Patron, nous devons parler en privé. Adrien acquiesça lentement, sans quitter Mia des yeux. Marco va vous conduire au salon. Ne quittez pas la maison. Je dois aller chercher ma fille à l'école. C'est déjà fait. Elle sera amenée ici sous bonne garde. Vous ne pouvez pas simplement... Je peux. Et je l'ai fait. Sa voix s'adoucit légèrement. Vous n'êtes pas une prisonnière, mademoiselle Jen. Mais vous n'êtes pas en sécurité dehors non plus. Plus maintenant. Il sortit avec un homme aux cheveux argentés, laissant Mia seule dans un bureau qui coûtait plus cher que tout ce qu'elle avait jamais possédé. Elle avait sauvé la vie d'un enfant. Pourquoi avait-elle l'impression d'avoir signé son arrêt de mort? Le salon était plus grand que tout l'appartement de Mia. Elle s'assit sur un canapé en velours qui coûtait probablement 1 mois de son salaire, regardant par la fenêtre les SUV noirs qui patrouillaient dans le parc. Son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu, avec une photo d'Emma sortant de l'école, main dans la main avec une femme à l'air aimable, vêtue d'une tenue professionnelle. Votre fille est en sécurité. Nous arriverons dans 20 minutes, Marco. Mia eut envie de jeter son téléphone à travers la pièce. Au lieu de cela, elle le serra fort dans sa main, luttant contre ses larmes. C'était fou. Il y a 24 heures, sa plus grande préoccupation était de payer son loyer. À présent, des hommes armés escortaient sa fille de 7 ans, comme dans une sorte de programme de protection des témoins. La porte s'ouvrit. Une jeune femme en uniforme noir entra avec un plateau, du café et des pâtisseries qui semblaient tout droit sortis d'un magazine. Monsieur Russo a pensé que vous auriez peut-être faim. L'estomac de Mia se mit à gargouiller, la trahissant. Elle n'avait rien mangé depuis les frites volées hier au restaurant. Merci. La femme quitta la pièce sans un mot, et Mia dévora un croissant qui fondit sur sa langue comme du beurre et des raves. Elle tendait la main vers un deuxième quand des voix retentirent dans le couloir, élevées et furieuses. Trop pratique, Adrien. Une serveuse passe juste par là. Elle joue les héroïnes. Ça porte la marque de Salvatore. C'était l'homme aux cheveux argentés, celui qui avait interrompu la conversation plus tôt. Baisse d'un ton, Vincent. Ossiente. Le ton d'Adrienne était glacial. Luca est à l'étage. C'est justement à cause de ton fils qu'il faut être prudent. Cette femme pourrait être une taupe, une espionne. Elle pourrait même porter un micro en ce moment même. La main de Mia se figea à mi-chemin vers la tasse de café. Je l'ai faite contrôler. Elle est clean aujourd'hui. Elle est clean, mais qui peut dire que Salvatore ne l'a pas recrutée il y a des semaines? Réfléchis. Elle travaille chez Romanos, juste à la limite du territoire des Benetti. C'est l'endroit idéal pour recueillir des informations. C'est une serveuse, Vincent, pas un agent de la CIA. C'est justement ce qui la rend parfaite. La voix de Vincent se fit plus aiguë. Personne ne soupçonne une mère célibataire en difficulté. Personne ne se demande pourquoi elle pose des questions, engage la conversation. Elle est invisible. Il y eut un long silence. Quand Adrienne reprit la parole, sa voix était plus calme, plus dangereuse. Que suggères-tu? Laisse-moi m'en occuper. Une conversation dans le sous-sol et nous saurons tout. Le sang de Mia se glaça. Le sous-sol. Elle avait vu suffisamment de films pour savoir ce que cela signifiait. Non. La voix d'Adrienne était ferme. Pas encore. Et ensuite, nous la gardons ici, nous lui donnons des pâtisseries à manger et nous espérons qu'elle ne tranchera pas la gorge de Luca pendant son sommeil. J'ai dit, non, Vincent. L'autorité dans la voix d'Adrienne était absolue. Luca lui fait confiance. C'est quelque chose que je n'ai pas vu en 3 ans. Votre fils a 9 ans. Il ne comprend pas la tromperie. Il comprend la peur. Il comprend le danger. Il vit avec les deux depuis que sa mère l'a abandonné. La voix d'Adrienne se brisa légèrement. Et hier soir, dans cette ruelle, il a couru vers elle. Pas loin d'elle, vers elle. Patron, je ne dis pas que je lui fais confiance. Je dis qu'on doit la surveiller de près. On doit enquêter sur tous les aspects de sa vie,
Si elle travaille pour Salvatore, on le saura et vous pourrez alors avoir votre conversation. Des pas se sont approchés. Mia eut à peine le temps d'attraper sa tasse de café et de faire semblant de n'avoir rien entendu avant que la porte ne s'ouvre. Vincent entra le premier. Cet homme aux cheveux argentés, la cinquantaine bien avancée, avait un regard qui vous transperçait plutôt que de vous regarder. Son expression lorsqu'il vit Mia était purement méprisante. Mi-chaîne, il ne lui tendit pas la main. Je suis Vincent Calibre, le consolier de M. Rousseau. Son quoi? Son conseiller, son stratège, l'homme qui le maintient en vie. Vincent fit lentement le tour d'elle comme un requin. Dites-moi, mademoiselle Chen, depuis combien de temps travaillez-vous au restaurant Romano? 2 ans. Et avant cela, dans une blanchisserie du Queens. Et avant cela, dans une épicerie à oui, des emplois au salaire minimum, luttant pour survivre. Une mère célibataire qui se tuait à la tâche. Vincent fit un geste dédaigneux, très sympathique, très pratique. Adrien entra et se plaça près de la cheminée. Il observait. Je ne comprends pas qui vous êtes. Savez-vous qui est Salvatore Benetti? Vincent l'interrompit, Mia secoua la tête. Et la famille Rousseau? Aviez-vous déjà entendu ce nom avant hier soir? Non. Vous voulez nous faire croire que vous êtes tombé par hasard dans cette ruelle. Par pure chance. Je rentrais du travail à pied. Mia se leva, sa peur se transformant en colère. Je prends ce chemin tous les soirs parce que ça me fait gagner 15 minutes. Et 15 minutes, c'est important quand votre enfant est seul à la maison. J'ai entendu un enfant crier et je suis venu aider. C'est tout. C'est tout, répéta Vincent d'un ton moqueur. Il sortit son téléphone et fit défiler les photos. Puis il lui expliqua. Il lui tendit l'écran. On y voyait Mia au restaurant, servant du café à un homme en costume sombre. Date, il y a 3 jours. Je sers des centaines de personnes. Cet homme travaille pour Salvatore Benetti. Mia eut un pincement au cœur. Je ne savais pas. Je ne connais pas la moitié des gens que je sers. Comme c'est pratique. Vincent fit défiler les photos. Une autre photo. Et cet homme, il y a 2 semaines. Un autre inconnu en costume. Une autre personne dont Mia ne se souvenait pas. Et celle-ci le mois dernier. Je ne les connais pas. La voix de Mia s'éleva. Je verse du café. Je prends les commandes. Je souris et je récolte les pourboires. Je ne vérifie pas les antécédents des clients. Ou peut-être que si. Vincent s'approcha, la voix d'une douceur mortelle. Tu es exactement ce dont Salvatore avait besoin. Une inconnue. Quelqu'un d'assez insignifiant pour se rapprocher, recueillir des informations, gagner la confiance. C'est suffisant. L'ordre d'Adrienne résonna dans la pièce. Vincent se retourna. Patronne, vous devez voir le schéma. Je vois une serveuse qui travaille dans un quartier où les 2 familles opèrent. Ce n'est pas une preuve. C'est de la géographie. Adrienne s'approcha de Mia, étudiant son visage. Mais c'est intéressant. La porte s'ouvrit brusquement. Luca entra en courant, toujours en pyjama, suivi d'un garde du corps à l'air épuisé. Je suis désolé, patronne, il est rapide. Mais Luca n'écoutait pas. Il courut droit vers Mia et lui saisit la main. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré. Ne laisse pas papa te renvoyer, s'il te plaît. Vincent veut te faire du mal. Je l'ai entendu, mais tu n'as rien fait de mal. Tu m'as sauvé. Sa petite main serra la sienne. Elle m'a sauvé, papa. Elle est gentille. Je le sais. L'expression d'Adrienne changea. Il s'agenouilla. Je suis d'accord avec ton fils. Luca, tu dis toujours de suivre son instinct. Mon instinct me dit qu'elle est en sécurité. Des larmes coulaient sur les joues de Luca. S'il te plaît, papa, ne laisse pas Vincent l'emmener au sous-sol. Vincent serra les mâchoires. Adrien regarda son fils, puis Mia, puis Vincent. Tout le monde dehors, dit Adrienne doucement. Sauf mademoiselle Chen. Vincent commença à protester. Un regard d'Adrien le fit taire. Une fois la pièce vide, même Luca, à contre-cœur, Adrien se servit un autre verre. Mon fils ne fait pas facilement confiance, mademoiselle Chen. La dernière personne en qui il avait confiance était sa mère. Il but son whisky d'un trait. Elle a trahi cette confiance. Elle s'en est servie pour voler de l'argent et disparaître. Je ne suis pas comme elle. Peut-être pas. Adrienne se tourna vers elle. Mais vous cachez quelque chose, je le vois. Voici ce qui va se passer. Vous allez rester ici sous surveillance pendant que je vérifie chaque détail de votre vie. Si vous êtes innocente, vraiment innocente,
Alors vous et votre fille serez protégés. Et si je ne le suis pas, ses yeux se sont durcis. Alors Vincent aura ce qu'il veut. Et croyez-moi, Michine, il est très doué pour obtenir des réponses. Emma arriva 20 minutes plus tard, escortée par 2 gardes et la femme à l'allure professionnelle de la photo. La fille de Mia se précipita dans ses bras, confuse mais indemne. Maman, pourquoi sommes-nous dans un château? Emma avait les yeux écarquillés, admirant le lustre, l'escalier en marbre. Tu es amie avec le prince? Quelque chose comme ça. La petite Mia la serra fort dans ses bras, respirant l'odeur familière de sa fille. C'est juste pour un petit moment. Adrienne apparut dans l'embrasure de la porte, sa présence imposant le respect dans la pièce. Mais lorsqu'il regarda Emma, son expression s'adoucit. Tu dois être aimant. Il s'accroupit à sa hauteur comme il l'avait fait avec Luca. Je m'appelle Adrien. Ta maman a aidé mon fils hier soir et je voulais te remercier. Emma l'observa avec une honnêteté brutale propre aux enfants de 7 ans. Tu es vraiment grand et un peu effrayant. Un soupçon de sourire effleura le visage d'Adrienne. On me le dit souvent, mais ta maison est jolie. Emma se tourna vers Mia. On peut rester ici. C'est bien mieux que notre appartement. Avant que Mia n'ait le temps de répondre, Luca apparut dans l'escalier, jetant un œil à travers la rampe. Emma le repéra immédiatement. Je m'appelle Emma. Luca hésita, puis descendit lentement les marches. Iva, c'est ma maison. Elle est vraiment cool. Tu veux me la montrer? Et juste comme ça, avec la facilité dont seuls les enfants peuvent en faire preuve, Emma attrapa la main de Luca et les deux disparurent dans des escaliers, discutant de jeux vidéo et de leurs couleurs préférées. Adrienne les regarda partir, le visage impassible. Elle est très amicale. Ah, elle ne sait pas être autrement. La voix de Mia était tendue. Combien de temps comptez-vous nous garder ici? Aussi longtemps qu'il le faudra. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai pour l'instant. Avant que Mia n'ait le temps de répondre, Vincent fit irruption dans la pièce, le visage sombre. Patron, on l'a trouvé. L'attitude d'Adrienne changea du tout au tout, les épaules en arrière, la mâchoire serrée, le regard glacial. Où? Dans l'entrepôt de la 5e. L'équipe de Tony l'a trouvé alors qu'il tentait de quitter la ville. Le regard de Vincent se posa sur Mia. Puis, il se reporta sur Adrien. Il parle. Tu dois l'entendre. Rester avec les enfants. Adrien donna cet ordre à l'un de ses hommes, puis regarda Mia. Vous venez avec moi. Quoi? Non, ce n'est pas une demande. Il se dirigeait déjà vers la porte. Vous voulez des réponses? Venez les chercher. L'entrepôt sentait la rouille et la peur. Mia resta près d'Adrien lorsqu'ils entrèrent, le cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, un homme était assis, attaché à une chaise, sous une seule ampoule suspendue. L'un des ravisseurs de la nuit dernière. Son visage était enflé, ensanglanté, mais ses yeux conservaient encore une lueur de défi jusqu'à ce qu'il aperçoive Adrien. Puis le défi se transforma en pure terreur. « Monsieur Russo, je jure que je ne savais pas que c'était votre enfant. Tais-toi. » La voix d'Adrien était calme, ce qui la rendait d'autant plus terrifiante. Il fit lentement le tour de l'homme. « Tu as une chance de tout me dire. Qui t'a engagé? Qui a planifié ça? Qui a donné l'ordre? » Le regard de l'homme se posa sur Mia. Elle n'était pas censée être là. Ça ne faisait pas partie du plan. Réponds à ma question. Salvatore. C'était Salvatore Benetti. Il nous a payé 50 000 $ pour kidnapper le gamin. Le retenir en otage. Il a dit que vous payeriez des millions pour le récupérer. L'homme parlait vite maintenant, les mots se bousculaient, mais ensuite, elle est arrivée et tout a mal tourné. Le poing d'Adrienne frappa la mâchoire de l'homme si vite que Mia le vit à peine. La tête du kidnappeur bascula en arrière. Du sang a jailli. Comment Salvatore savait-il où se trouvait Luca? Je ne sais pas, je le jure. On avait juste les coordonnées, l'heure, tout était planifié. Des informations internes, dit Vincent depuis l'ombre. Quelqu'un dans notre cercle. L'expression d'Adrienne s'assombrit. Il sortit son téléphone, tapa quelque chose, puis montra l'écran au kidnappeur. Cette femme, tu l'as déjà vue. Mia ne pouvait pas voir la photo, mais le kidnappeur plissa les yeux, puis acquiesça. Oui, oui, elle était au restaurant Romano la semaine dernière. Salvatore l'a désignée. Il a dit qu'elle travaillait là-bas. Il a dit qu'elle n'était personne d'important. Mia sentit son sang se glacer dans ses veines. Adrienne se tourna vers elle,
le visage impénétrable. Il savait qui tu étais avant hier soir, je ne comprends pas. Le téléphone d'Adrienne vibra. Il y jeta un coup d'œil et son expression changea. Elle se durcit. Il tendit le téléphone à Vincent, dont le visage pâlit. « Quoi ?» demanda Mia. « Qu'y a-t-il » La voix d'Adrienne était d'un calme mortel. Un message de Salvatore. Il tourna le téléphone pour que Mia puisse voir. C'était un message vidéo de 10 secondes. Un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés comme Vincent, mais avec des yeux cruels et un sourire qui donna la chair de poule à Mia. Salvatore Benetti était assis dans ce qui semblait être un restaurant, en train de siroter du vin. Quand il parla, sa voix était douce, presque amicale. « Adrien, j'ai entendu dire que tu avais une nouvelle amie, une petite serveuse courageuse qui a ruiné mes plans. » Il fit tourner son vin. « Elle a du caractère, celle-là. J'aime les gens qui ont du caractère, dit-il en souriant. Envoie-la-moi demain à minuit et je considérerai notre affaire comme conclue. Ton fils sera en sécurité. Elle et moi aurons une conversation. Tout le monde s'en va. » Il se pencha vers la caméra. « Mais si tu ne le fais pas, eh bien, sa jolie petite fille fréquente une très bonne école sur Miller Street. La troisième période est la récréation. Il y a tellement d'enfants qui courent partout. Les accidents sont si faciles à provoquer. » La vidéo se termina. Mia ne pouvait plus respirer. Sa vision se rétrécit. Emma. Il savait pour Emma. Il savait où elle allait à l'école, à quelle heure elle avait récréation. « Je vais le tuer. » La voix d'Adrienne était à peine humaine. Lentement. « Patron, c'est un piège. » Vincent l'avertit. « Il veut vous rendre émotif. Il veut que vous commettiez des erreurs. Il a menacé un enfant. L'ami de mon enfant. » Adrienne perdait le contrôle. « Il pense qu'il peut le faire. Il me force à choisir. » La voix de Mia était creuse. Elle regarda Adrienne, les larmes coulant sur son visage. « Il me veut ou il fait du mal à Emma. C'est ça. Tu ne t'approcheras pas de lui. Tu ne peux pas nous protéger éternellement. Tu l'as dit toi-même. Il a des informations confidentielles. Il savait pour moi avant hier soir. Il la surveillait. Sa voix se brisa. Il trouvera un moyen de l'atteindre, d'atteindre Emma. À moins que je... Non. » Adrienne lui saisit les épaules, la forçant à le regarder. « Écoute-moi, Salvatore te veut parce que tu es un moyen de pression. Parce que te faire du mal me fait du mal aux yeux de Luca. Ça me fait passer pour faible. Je me fiche de ta réputation. » Il ne s'agit pas de réputation. Pour la première fois, le masque d'Adrienne a complètement craqué. Mon fils a regardé sa mère s'éloigner sans se retourner. Il a passé 3 ans à croire que tout le monde partait. Et puis tu es arrivé. Tu es resté alors que tu aurais pu t'enfuir. Tu l'as choisi. Mia le fixa, voyant au-delà du chef mafieux le père désespéré qui se cachait derrière. Si tu tombes dans le piège de Salvatore, Luca ne perdra pas seulement toi. Il perdra sa foi en la possibilité que quelqu'un reste. Adrienne resserra son étreinte. Je ne laisserai pas cela arriver. Vincent s'avança. Alors nous entrerons en guerre. Adrienne relâcha Mia, son expression se durcissant à nouveau pour devenir celle de l'homme dangereux qui commandait des empires. Rassemblez tout le monde, tous les soldats, tous les contacts, toutes les faveurs qui nous sont dues. Je veux connaître l'emplacement de Salvatore dans l'heure. Et la fille? Adrien regarda Mia. Elle reste ici avec Luca et Emma, sous surveillance 24 heures sur 24. J'ai mon mot à dire. Vous avez renoncé à ce droit lorsque vous avez sauvé mon fils. La voix d'Adrienne s'adoucit légèrement. C'est mon monde, mademoiselle Chen. Et dans mon monde, on ne sacrifie pas les pions. On tue les rois. Cette nuit-là, Mia ne parvint pas à dormir. Emma et Luca s'étaient endormis ensemble dans l'une des chambres d'amis du manoir, épuisés après avoir joué pendant des heures. Adrienne avait disparu dans son bureau avec Vincent et une foule d'hommes à l'air sérieux. Des gardes patrouillaient dans tous les couloirs. Mia était assise dans la chambre qui lui avait été attribuée, plus grande que tout son appartement, les yeux rivés sur son téléphone. Elle avait 17 appels manqués, tous provenant du même numéro. Tan, son petit frère, âgé de 23 ans et toujours en quête de sens à sa vie, ce qui était d'une façon polie de dire qu'il était incapable de garder un emploi ou de rester hors des ennuis. Elle évitait ces appels depuis des semaines, car ils signifiaient toujours la même chose. Il avait besoin d'argent. Mais maintenant, avec Salvatore qui savait tout de sa vie, Mia ressentait une peur différente au creux de l'estomac. Elle le rappela.
Bon sang, Mia. Enfin, la voix d'Ethan était tendue. Où diable es-tu? Je suis passé à ton appartement. Tu n'étais pas là. Emma n'était pas à l'école aujourd'hui. Comment sais-tu qu'Emma n'était pas à l'école? Une pause. Trop longue. Je suis passé lui déposer son cadeau d'anniversaire en avance. La maîtresse m'a dit qu'elle était absente. L'anniversaire de Mia n'était que dans 3 semaines. Ethan ne s'en était jamais souvenu aussitôt dans sa vie. Où es-tu, Ethan? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est Mia. Tu as des problèmes? Parce que si c'est le cas, je peux t'aider. Je connais des gens. Quels gens? Une autre pause. Juste des gens. Écoute, on peut se voir. J'ai quelque chose à te dire. Tout son instinct lui criait que c'était une mauvaise idée, mais c'était son frère, la seule famille qui lui restait à part Emma. Je ne peux pas partir maintenant, alors dis-moi où tu es. Je viendrai te voir, Ethan. S'il te plaît, Mia, c'est important. Sa voix se brisa. J'ai des problèmes. De vrais problèmes. Et je pense que j'ai peut-être aggravé les choses pour toi. Mia sentit son sang se glacer. Qu'est-ce que tu as fait? Pas au téléphone. En face à face, elle regarda vers la porte. 2 gardes se tenaient dehors. Elle les avait entendus prendre position 1 heure plus tôt. Mais il y a peut-être un café sur Berkeley Street demain à Vénère. Viens seul. Mia, je ne pense pas que je puisse venir seul, Ethan. Ou je ne viendrai pas. Elle raccrocha avant qu'il puisse protester. Sortir le lendemain fut plus facile que prévu. Adrienne était en réunion toute la matinée. Vincent avait mentionné quelque chose à propos de la traçabilité de l'argent de Salvatore. Les gardes se concentraient sur les menaces extérieures. Personne ne s'attendait à ce que Mia s'échappe. Elle dit à Emma qu'elle allait acheter ses snacks préférés, embrassa le front de sa fille et s'est glissée par l'entrée de la cuisine pendant que le cuisinier était dans le garde-manger. Le café était à 20 minutes en taxi. Ethan était déjà là, assis dans le coin au fond, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Sa jambe bougeait nerveusement. Quand il a vu Mia, son visage a exprimé à la fois du soulagement et de la culpabilité. « Tu es venu. Parle vite. Je n'ai pas beaucoup de temps. » Mia s'est glissée dans la banquette en face de lui. Ethan a passé ses mains dans ses cheveux. « J'ai fait une grosse bêtise. J'ai encore joué. » « Comment tu l'as su? » Il cessa de rire amèrement. « Bien sûr que tu le sais. Tu sais toujours tout. » Il sortit son téléphone et lui montra un chiffre. 47 000 $. Je dois ça à des types. Des types sérieux. Le genre qui casse les rotules avant de poser des questions. Le cœur de Mia se serra. « Ethan, où as-tu trouvé autant d'argent pour jouer? » Je pensais pouvoir le regagner. J'avais une stratégie. Les stratégies ne marchent pas. Combien de fois devons-nous? Elle s'interrompit, s'efforçant de respirer. Bon, on va trouver une solution. Je peux faire des heures supplémentaires, peut-être obtenir un prêt. Mia, c'est déjà réglé. Elle se figea. Quoi? Quelqu'un a tout remboursé. Hier matin, Ethan n'osait pas la regarder dans les yeux. Il s'est juste présenté. Il a dit qu'il avait entendu dire que j'étais le frère de Mia Chen. Il a dit que la famille était importante. Il a tout payé comme ça. Le monde s'est mis à tourner. Qui? Je ne connais pas son nom. Un homme âgé, un costume cher, des cheveux argentés. Salvatore, le murmure de Mia était à peine audible. Il ne m'a pas dit son nom. Il a juste dit qu'il était un homme d'affaires qui appréciait la loyauté familiale. Ethan l'a finalement regardé et il y avait quelque chose de désespéré dans ses yeux. Il t'a posé des questions. Juste des questions anodines sur ton travail, la fréquence de nos conversations, si tu avais mentionné avoir rencontré quelqu'un de nouveau. Et tu lui as dit que ce n'était pas une question. Je ne savais pas. Je pensais qu'il faisait juste la conversation. Il semblait gentil. Mia, il m'a offert le déjeuner. Il m'a traité comme si j'étais importante. La voix d'Ethan s'est brisée. Personne n'avait fait ça depuis la mort de papa. Leur père était décédé 6 ans auparavant. D'une crise cardiaque. Il ne leur avait laissé que des dettes et des souvenirs. Qu'est-ce que tu lui as dit d'autre? Rien, je te le jure. Juste que tu travaillais dur, que tu avais Emma, que tu aidais toujours les gens même quand tu n'avais pas les moyens de t'aider toi-même. Il tendit le bras par-dessus la table et lui prit la main. Mais Mia, il y a autre chose. Bien sûr qu'il y avait autre chose. Il m'a appelé hier après ta disparition. Il m'a demandé si je savais où tu étais. Ethan serra sa main plus fort. J'ai dit non, mais il ne m'a pas cru. Il a dit que tu t'étais mêlé à des gens dangereux
et que tu avais peut-être besoin de protection. De protection, Mia avait envie de rire ou de crier. Il m'a proposé de l'argent, beaucoup d'argent. Il m'a dit que tout ce que j'avais à faire, c'était de le tenir au courant de l'endroit où tu étais, avec qui tu étais, ce que tu faisais. Les yeux d'Ethan la suppliaient. J'ai dit non, Mia. Je te jure que j'ai dit non. Mais il a juste souri et m'a dit que son offre tenait toujours si je changeais d'avis. Ten, tu dois rester loin de lui. Il y a autre chose. Il a sorti une enveloppe de sa veste et l'a glissée sur la table. Ça a été glissé sous la porte de mon appartement ce matin. Mia l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait une photo. Elle et Emma quittant le manoir ce matin-là, clair comme le jour. Au dos, écrit en lettres élégantes. La famille est tout. Ta sœur le comprend maintenant. Quand tu seras prêt à l'aider, appelle-moi. En dessous, il y avait un numéro de téléphone. Il te surveille, murmura Ethan. Il nous surveille tous les deux. Mia, qu'est-ce que tu as fait? Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, son téléphone vibra. Un SMS provenant d'un numéro inconnu. Tu pars sans permission. C'est imprudent. Amène ton frère. Nous devons parler. Mia sentit son estomac se nouer. Adrienne savait. Elle leva les yeux vers Ethan, le voyant clairement pour la première fois. Son petit frère toujours dans le pétrin, toujours besoin d'être secouru. Et maintenant, il était pris dans quelque chose qui pourrait tous les faire tuer. Viens avec moi, dit-elle doucement. Où? Dans un endroit sûr. Ou du moins plus sûr qu'ici. Mia, tu me fais peur. Tant mieux. Tu devrais avoir peur, dit-elle en se levant et en lui attrapant le bras. Parce que nous sommes en pleine guerre, et Salvatore vient de faire de toi un soldat, que tu le veuilles ou non. Ils quittèrent le café ensemble, sans voir la voiture garée de l'autre côté de la rue. À l'intérieur, un homme baissa son appareil photo et composa un numéro. Patron, elle a rencontré le frère. Ils rentrent ensemble maintenant. À l'autre bout du fil, Salvatore Benetti sourit. Parfait. Continue à surveiller et assure-toi qu'Adrienne soit au courant de leur petite rencontre. Voyons voir à quel point il fait confiance à son nouveau jouet maintenant. Les pièces se mettaient en place exactement comme prévu. Le SUV attendait devant le café lorsque Mia et Ethan sortirent sur le trottoir. Ce n'était pas l'un des élégants véhicules noirs d'Adrienne. Celui-ci était bleu marine, avec des vitres teintées si foncées qu'elles ressemblaient à des miroirs. La porte arrière s'ouvrit et un homme en costume coûteux en sortit. Il n'avait rien de menaçant, juste présent. « Mademoiselle Jen, Monsieur Benetti aimerait vous parler. » Mia serra le bras d'Ethan. « Je ne vais nulle part sans une demande, » dit l'homme avec un sourire poli, mais le regard froid. « La dette de votre frère est peut-être payée, mais il y a les intérêts. Vous comprenez sûrement comment ces choses fonctionnent. » Mia. La voix d'Ethan tremblait. De quoi parle-t-il? Deux autres hommes sortirent de la voiture. Ils ne pointaient pas d'armes, ne proféraient pas de menaces. Ils n'en avaient pas besoin. Le message était clair. « Juste moi, » dit Mia. « Mon frère rentre à la maison. Bien sûr, M. Benetti est un homme raisonnable. » L'homme en costume fit un geste vers la porte ouverte. « Après vous? » Mia regarda Ethan, mémorisant son visage au cas où ce serait la dernière fois. « Retourne à ton appartement. Verrouille la porte. N'ouvre à personne sauf à moi. Mia, vas-y. » Il partit en jetant des regards effrayés derrière lui tandis qu'il se dépêchait dans la rue. Mia monta dans le SUV, le cœur battant à tout rompre. Le trajet dura 15 minutes et s'acheva dans un restaurant italien situé dans un quartier que Mia ne reconnaissait pas. Des voitures de luxe étaient garées le long de la rue. Même en plein jour, l'endroit dégageait une impression de puissance. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule table occupée. Salvatore Benetti était assis comme un roi tenant sa cour, un verre de vin rouge à la main, une assiette de pâtes intacte devant lui. De près, il avait plus l'air distingué qu'intimidant, comme un professeur d'université ou un avocat prospère. Cela le rendait d'une certaine manière encore plus terrifiant. « Mademoiselle Chun, dit-il enfin en lui indiquant la chaise en face de lui. « Asseyez-vous, je vous en prie. Vous devez avoir faim. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter avec un vieil homme. » Les gardes se placèrent près des sorties. Mia s'assit, le dos raide. Salvatore l'étudia de ses yeux qui en voyaient trop. « Vous n'êtes pas celle à laquelle je m'attendais. Quand mes hommes m'ont décrit la femme qui a ruiné une opération de 50 000 $ avec une bouteille de bière, j'ai imaginé quelqu'un de plus dur, de plus blasé, dit-il en sirotant son vin. Mais vous n'êtes qu'une mère, une survivante,
quelqu'un qui essaie de protéger ce qui lui appartient. Que voulez-vous? Soyez direct, j'apprécie cela. Il poussa l'assiette vers elle. Des carbonara, les meilleurs de la ville. Je vous en prie, elle le refroidisse. Je ne veux pas de votre nourriture. Non. Vous voulez votre liberté, la sécurité de votre fille, que les dettes de votre frère soient payées. Il se pencha en arrière, faisant tourner son vin. Vous voulez la protection d'Adrienne Rousseau sans avoir à lui appartenir. Suis-je proche de la vérité? Trop proche? Mia ne dit rien. Vous avez sauvé un fils. Un acte noble, véritablement héroïque. La voix de Salvatore était chaleureuse, presque paternelle. Mais la noblesse ne paye pas le loyer, mademoiselle Chen. L'héroïsme ne met pas de nourriture sur la table et n'éloigne pas les créanciers. Vous le savez mieux que quiconque. Si vous essayez de me faire peur, j'essaie de vous aider. Il posa son verre de vin. Adrienne se sert de vous. Vous le voyez bien, n'est-ce pas? Il se fiche de vous et de votre fille. Il se soucie de la stabilité émotionnelle de son fils. Dès que vous cesserez d'être utile, vous deviendrez un fardeau. Vous ne le connaissez pas. Je connais Adrien Rousseau depuis 20 ans. Je l'ai vu monter en puissance. Je l'ai vu détruire tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. La voix de Salvatore s'adoucit. J'ai aussi vu sa femme le quitter. Savez-vous pourquoi elle s'est enfuie? Mia ne répondit pas. Parce qu'elle a enfin compris qui était Adrien. Pas un homme, pas un père, un monstre qui porte des costumes coûteux et qualifie sa violence de protection. Il se pencha en avant. Elle a essayé d'emmener Luca avec elle. Les hommes d'Adrienne l'ont trouvée à l'aéroport. Elle est montée seule dans cet avion, laissant son fils derrière elle, car Adrienne avait été claire. Restez et regarde ton fils grandir en enfer. Pars et au moins, le garçon survivra. Tu mens. Ah bon? Demandez à Vincent. Demandez à n'importe quel membre du cercle restreint d'Adrienne ce qui est arrivé à la dernière personne qui a essayé de partir avec quelque chose qui lui était cher. Les yeux de Salvatore brillèrent. Cette femme vit désormais en Autriche sous un nouveau nom, avec une pension mensuelle pour garantir son silence. Elle n'a pas vu son fils depuis 3 ans. C'est la version d'Adrienne de la miséricorde. Les mains de Mia tremblaient sur ses genoux. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que tu as quelque chose dont j'ai besoin. Des informations. Un accès. Il sortit un dossier et le fit glisser sur la table. Ouvrez-le. Elle ne voulait pas, mais ses mains bougèrent quand même. À l'intérieur se trouvaient des documents, des relevés bancaires montrant son solde négatif. Les frais de scolarité d'Emma étaient en retard. Un avis d'expulsion daté d'il y a 2 semaines qu'elle avait caché à sa fille, des factures médicales datant de l'année dernière, lorsque Emma avait eu une pneumonie, toujours impayées. En dessous se trouvaient d'autres papiers, des relevés bancaires à son nom indiquant des soldes à zéro qui lui donnaient le vertige. Un acte de propriété d'une maison, petite mais réelle, avec un jardin. Un fonds pour les études universitaires d'Emma déjà constitué. Qu'est-ce que c'est? Votre avenir. Si vous êtes intelligente, Salvatore croisa les mains. Je ne veux pas vous faire de mal, mademoiselle Chen. Je veux vous aider. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me dire ce qu'Adrien prépare. Ses rendez-vous, ses déplacements, où il garde Luca. Vous voulez que je le trahisse? Je veux que vous surviviez. La voix de Salvatore devint pressante, presque suppliante. Adrien est en guerre contre moi. Vous le savez. Et dans une guerre, il y a des dommages collatéraux. Des gens comme vous et Emma seront les premières victimes. Non pas parce que vous comptez pour Adrien, mais parce que vous ne comptez pas assez. Il nous protège. Il vous utilise comme appât. Tu ne comprends pas? Le masque de Salvatore se fissura légèrement. J'ai pris Luca pour faire sortir Adrien, mais toi, tu es sa nouvelle faiblesse. Dès que j'ai compris cela, j'ai su qu'il te sacrifierait pour sauver son fils. Il échangerait ta vie contre celle de Luca sans hésiter. Et toi, tu ne le ferais pas. Je te donnerai le choix. Ça vaut le coup, non? Il tapota le dossier. Cette vie, la sécurité, la liberté, tout ça, c'est à toi. Emma ne connaîtra plus jamais la pauvreté. Les dettes de ton frère resteront enfouies. Et tout ce que tu auras à faire, c'est de me fournir des informations. Des petites choses, rien qui puisse nuire directement à Luca. Juste des renseignements commerciaux. C'est quand même de la trahison. C'est une question de survie. La voix de Salvatore baissa d'un ton. Et entre vous et moi, Michin,
La survie est la seule morale qui compte. Mia fixait les papiers, la vie qu'il représentait, tout ce qu'elle avait voulu pour Emma, pour elle-même. Tout ce que restait dans le monde d'Adrienne ne lui donnerait jamais. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, sourit Salvatore, sincèrement ravi, mais pas trop de temps. Les soupçons d'Adrienne grandissent d'heure en heure. Une fois que Vincent l'aura convaincu que vous êtes une espionne, et il le fera, votre temps de réflexion prendra fin dans une salle d'interrogatoire au sous-sol. Il se leva et boutonna sa veste. Mon numéro est dans ce dossier. Lorsque vous serez prête à faire le choix judicieux, appelez-moi. En attendant, fit-il signe à ses hommes, ils vous raccompagneront. Considérez cette conversation comme notre secret pour l'instant. Nia fut raccompagnée au SUV, le dossier brûlant entre ses mains. Pendant le trajet, son téléphone vibra. « Adrien, où es-tu? » Ses doigts survolèrent les touches. Un seul SMS pourrait mettre fin à tout cela. Parle-lui de l'offre de Salvatore. Demande-lui de te protéger. Fais-lui confiance. Mais les paroles de Salvatore résonnaient dans sa tête. Il te sacrifiera pour sauver son fils. Mia effaça le message et tapa. Sur le chemin du retour, le dossier reposait sur ses genoux comme une promesse ou un piège. Elle ne savait pas lequel. Mia retourna au manoir et trouva le chaos. Les gardes se précipitaient dans les couloirs. Vincent aboyait des ordres dans son téléphone. Et au milieu de tout cela se tenait Adrien, la mâchoire serrée, les yeux brillants, écoutant le rapport d'un de ses hommes. Il repéra Mia immédiatement. La température dans la pièce baissa de 10 degrés. Dans mon bureau maintenant. Elle le suivit, le dossier de Salvatore caché dans son sac à main, brûlant comme une preuve. Dans son bureau, Adrien ferma la porte avec une violence contrôlée. « Où étais-tu? Je t'ai dit que j'y étais allé. Ne me mens pas. » Sa voix était d'un calme mortel. J'avais des hommes qui surveillaient le café. Je sais pour ton frère. Je sais que vous êtes tous les deux partis. Et je sais que tu n'es pas revenu directement. Il s'approcha d'elle, envahissant son espace. Ce que je ne sais pas, c'est où tu es allé pendant 43 minutes. L'esprit de Mia tournait à toute vitesse. Dis-lui. Dis-lui simplement l'offre de Salvatore, les menaces. Mais elle se souvint alors du dossier. La maison, les études, l'avenir d'Emma. J'avais besoin d'air. De temps pour réfléchir. Réfléchir à quoi? À savoir si ça vaut la peine de rester ici. Les mots jaillirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Vous me retenez prisonnière. Ma fille pense que c'est une sorte d'aventure, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes piégés. Et pourquoi? Parce que votre fils m'aime bien. Parce que j'ai été assez stupide pour l'aider. L'expression d'Adrienne ne changea pas. Tu mens, je suis fatigué. La voix de Mia se brisa. Je suis fatigué que des hommes en costume me disent quoi faire, où aller, à qui faire confiance. Je suis fatigué d'avoir peur. Je veux juste retrouver ma vie normale. Ta vie normale, le rire d'Adrienne était de mer. Des semaines de travail de 70 heures, des avis d'expulsion. C'est ça que tu veux retrouver. Mia Frozy, comment tu sais tout ça? Je sais tout de toi, mademoiselle Jen. Tes dettes, tes difficultés, le fait que tu voles pierre pour payer Paul depuis 2 ans. Sa voix s'adoucit légèrement. C'est vraiment ce que tu veux? Revenir à une vie de survie plutôt qu'à une vie normale? Avant qu'elle n'ait pu répondre, une petite voix se fit entendre depuis l'embrasure de la porte. « Papa, pourquoi tu cries? » Ils se retournèrent tous les deux. Luca se tenait là, en pyjama, un carnet de croquis serré contre sa poitrine, les yeux rougis. L'attitude d'Adrienne changea du tout au tout. « Luca, tu devrais être au lit. Je n'arrive pas à dormir. » La lèvre inférieure de Luca tremblait. Les cauchemars reviennent sans cesse. Mia réagit instinctivement et s'agenouilla à sa hauteur. Quel genre de cauchemar, mon chéri? La camionnette, les hommes, mais il regarda aussi son père, puis Mia. D'autres choses, Adrienne serra les mâchoires. Luca, je peux montrer mes dessins à Melima, s'il te plaît? Papa. Quelque chose passa entre le père et le fils, une conversation sans parole que Mia ne pouvait interpréter. Finalement, Adrienne acquiesça d'un signe de tête, réticente. Luca attrapa la main de Mia et l'entraîna vers le salon. Adrienne les suivit, silencieuse comme une ombre. Le garçon s'installa sur le canapé et ouvrit son carnet de croquis avec précaution. Le premier dessin représentait un homme en costume grand et imposant. À côté de lui, une silhouette plus petite lui tenait la main.
C'est moi et papa, murmura Luca, quand j'étais petit, avant que maman ne parte. La page suivante représentait trois personnages. La femme était dessinée avec des couleurs vives, une robe jaune, des lèvres rouges, un grand sourire. Mais quelque chose clochait dans le dessin. La main de la femme ne tenait pas celle du garçon. Elle tendait la main vers quelque chose en dehors de la page. Maman souriait beaucoup, mais papa dit qu'elle souriait même quand elle était triste. C'est déroutant. Luca suivit le dessin du doigt. Comment savoir si quelqu'un sourit vraiment ou fait semblant? Mia jeta un coup d'œil à Adrien, qui se tenait près de la cheminée, le visage impassible. Parfois, dit Mia doucement, les gens sourient quand ils sont tristes parce qu'ils ne veulent pas inquiéter ceux qu'ils aiment. Mais c'est mentir. Pas exactement. C'est protéger. Luca tourna la page. Ce dessin était plus sombre. L'homme en forme de bonhomme allumette se tenait seul, entouré d'autres personnages, certains armés, d'autres au visage furieux. Le petit garçon se tenait à l'écart et observait. Papa fait semblant de ne pas avoir peur, mais je sais qu'il a peur. La voix de Luca se réduisit à un murmure. Je l'entends parfois la nuit, marcher dans les couloirs, vérifier ma chambre, s'assurer que je suis toujours là. Les mains d'Adrienne se serrèrent en poing. Il pense que les méchants vont revenir. M'emmener. Me faire disparaître comme maman. Luca leva les yeux vers Mia avec un regard trop mature pour un enfant de 9 ans. Tu crois qu'ils le feront? Non. La voix de Mia était ferme. Parce que ton papa ne les laissera pas faire, et moi non plus. Promis. Le mot resta suspendu dans l'air. Une promesse avait un sens dans ce monde. C'était une chaîne, un engagement qui ne pouvait être rompu sans conséquence. Je te le promets. Le sourire de Luca était timide mais sincère. Il tourna la page suivante. Celle-ci avait été dessinée récemment. Les traits étaient encore frais. Elle représentait désormais 4 personnages. Le grand homme, le garçon et 2 nouvelles personnes. Une femme aux yeux bienveillants et une petite fille qui lui tenait la main. C'est toi et Emma. Je vous ai ajouté hier. Luca toucha le dessin. Tu n'as pas peur de papa. Tout le monde a peur de lui. Vincent. Mais toi, tu lui crises dessus et tu lui dis quand il est méchant, Luca. La voix d'Adrienne était tendue. Ça va, papa. J'aime qu'elle n'ait pas peur. Luca regarda son père, puis de Mia. Maman avait toujours peur de tout. Des hommes armés, des coups de téléphone, de toi, papa. Le silence s'installa dans la pièce. Elle me l'a dit une fois, juste avant de partir. Elle m'a dit, « Ton père est un homme bon prisonnier d'une vie de monstre. » Je ne comprenais pas à l'époque. Luca serra les doigts sur son carnet de croquis. Mais je crois que maintenant, je comprends. Tu fais des choses monstrueuses pour me protéger. N'est-ce pas, papa? Adrienne perdit finalement son sang-froid. Il traversa la pièce, s'effondra sur le canapé à côté de son fils et le serra très fort dans ses bras. Tout ce que je fais, dit-il d'une voix rauque, c'est pour te protéger. Même les choses monstrueuses, je sais. Luca le serra dans ses bras à son tour. C'est pour ça que je n'ai pas peur de toi. J'ai peur pour toi. Mia les observait, le cœur à la fois brisé et apaisé. Ce n'était pas un parrain de la mafia et son héritier. C'était un père terrifié à l'idée de décevoir son fils. Un garçon qui essayait de comprendre un monde trop violent pour son enfance. Quand Adrienne leva les yeux, son regard croisa celui de Mia, et pour la première fois, elle vit au-delà de la glace, au-delà du contrôle, l'homme qui se cachait derrière, tout aussi effrayé qu'elle. Il te fait confiance, dit Adrienne doucement. En 3 ans, tu es la première personne à qui il montre ses dessins, la première personne à qui il parle de sa mère. Pourquoi moi? Parce que tu ne veux rien de lui. Tu n'es pas ici pour le pouvoir, l'argent ou les relations. Tu es juste, la voix d'Adrienne se brisa. Tu es juste resté. Alors que tu aurais pu t'enfuir, tu es resté. Luca s'était endormi contre la poitrine de son père, son carnet de croquis glissant entre ses doigts. Adrien bougea prudemment, soulevant son fils sans le réveiller. Je vais le mettre au lit. Il s'arrêta sur le seuil, se retournant vers Mia pour lui parler de tout à l'heure. Ton frère, je l'ai fait venir ici. Il est dans l'aile des invités, sous protection. Tu as amené Ethan ici. Il fait partie de la famille et Salvatore le sait. L'expression d'Adrienne se durcit. Cela fait de lui une cible. Comme toi, comme Emma, il est parti avec Luca, laissant Mia seule avec le carnet de croquis.
Elle l'ouvrit à la dernière page. Il y avait encore un dessin qu'elle n'avait pas. Celui-ci représentait les 4 personnages, Adrien, Luca, Mia et Emma, debout ensemble. Au-dessus d'eux, écrit d'une écriture soignée d'enfant. Ma nouvelle famille ne partait pas comme maman l'a fait. Les mains de Mia tremblaient lorsqu'elle sortit son téléphone. Le numéro de Salvatore la fixait depuis le répertoire de son sac à main. Un seul appel, c'est tout ce qu'il faudrait. Trahir Adrien, accepter l'offre de Salvatore, assurer l'avenir d'Emma. Mais elle venait de promettre à un garçon de 9 qu'elle ne partirait pas. Et contrairement à la mère de Luca, Mia tenait ses promesses. Elle effaça le numéro de Salvatore. Quoi qu'il arrive, elle resterait. Le lendemain matin, Mia fut réveillée par des cris dans le couloir. On lui avait donné une chambre à côté de celle d'Emma, avec des gardes postés devant les 2 portes. Sa fille dormait encore, blottie contre un ours en peluche qu'un des hommes d'Adrienne lui avait maladroitement offert. Mia se glissa dehors, suivant le bruit de la dispute. C'est absolument ridicule, Adrien. Elle n'est personne. La voix était féminine, aiguë de rage. Mia s'arrêta devant la porte entr'ouverte du bureau d'Adrienne. Attention, Isabella. La voix d'Adrienne était froide, menaçante. Mia jeta un œil à travers la fente. Une femme se tenait devant le bureau d'Adrienne, grande, mannequin, vêtue d'une robe qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Mia. Ses cheveux noirs tombaient en boucles parfaites. Son maquillage était impeccable, même à 7 heures du matin. Tout en elle criait l'argent et les privilèges. Attention, tu veux que je fasse attention pendant que tu parades avec une serveuse chez toi? La main parfaitement manucurée d'Isabella frappa le bureau. Tu as une idée de ce que ça donne? Tes hommes parlent. Tes associés remettent en question ton jugement. Laisse-les parler. Je ne me laisserai pas humilier comme ça. La voix d'Isabella s'éleva. Nous avons un accord depuis 2 ans, Adrien. 2 ans de discrétion, de compréhension de ton univers. Un arrangement. C'est tout ce que c'était. Adrienne ne leva même pas les yeux des papiers qu'il lisait. Tu étais là pour me tenir compagnie quand j'en avais besoin. Ne confonds pas cela avec quelque chose de plus. Les mots étaient brutaux. Isabella tressaillit comme si elle avait reçu une gifle. C'est tout ce que je suis pour toi? Une compagnie? Que pensais-tu être? Le sang-froid d'Isabella se brisa. Je pensais qu'après le départ de Maria, nous pourrions peut-être avoir une vraie relation. Que Luca pourrait avoir une figure maternelle. Luca est une figure maternelle. La voix d'Adrienne était neutre. Et ce n'est pas toi. Le silence qui suivit était pesant. La serveuse, Isabella, rit amèrement. Tu me remplaces par une mère célibataire fauchée qui sent la graisse et le désespoir. Adrienne leva alors les yeux et son expression fit reculer Isabella. Encore un mot sur mademoiselle Chen, et tu ne seras plus la bienvenue dans cette maison. Elle est ta faiblesse. Le désespoir d'Isabella transparaissait dans sa colère. Salvatore va l'utiliser pour te détruire, et tu es trop aveugle pour le voir parce qu'un enfant l'aime bien. Sors, Adrien. Dehors. Isabella partit, ses talons claquant bruyamment sur le marbre. Elle croisa Mia dans le couloir et s'arrêta lorsqu'elle la remarqua. Profites-en tant que ça dure. Le sourire d'Isabella était venimeux. Les femmes comme toi ne survivent pas dans son monde. Tu es un cas social. Il te rejettera dès que tu ne lui seras plus utile. Elle se pencha vers elle, et crois-moi, ce moment approche. Elle massa devant Mia, la laissant là, le cœur battant. Vous pouvez entrer, mademoiselle John. La voix d'Adrienne résonna depuis le bureau. Je sais que vous écoutiez. Mia entra à contre-cœur. Adrien se servit une tasse de café sans la regarder. Isabella est dramatique, ignorez-la. Était-elle votre petite amie? Elle était pratique, rien de plus. Il croisa enfin son regard. Dans mon monde, les relations sont des transactions. Elle le savait. C'est triste. C'est une question de survie. Il but une gorgée de café. Le sentiment est un luxe que je ne peux pas me permettre. Avant que Mia n'ait le temps de répondre, Vincent entra sans frapper, suivi de 3 autres hommes que Mia reconnut comme faisant partie du cercle restreint d'Adrienne. Lorsqu'ils la virent, leurs expressions étaient froides, évaluantes. « Patron, nous devons discuter de la situation. » L'accent mis par Vincent sur le dernier mot indiquait clairement que Mia était la situation. « Elle peut rester. Ce n'est pas judicieux. C'est ma décision. » Vincent serra les mâchoires, mais il continua. « Très bien. Alors elle devrait entendre ça aussi. » Il sortit son téléphone et montra une série de photos à Adrienne.
Elles avaient été prises la veille. Mademoiselle Chun montait dans un SUV bleu marine devant le café. Le même SUV que celui immatriculé au nom d'une société écran utilisée par Salvatore. Mia sentit son sang se glacer. L'expression d'Adrienne resta impassible, mais la température dans la pièce baissa. « Explique, je peux expliquer », commença Mia. « Pas toi. Lui. » Les yeux d'Adrienne restèrent rivés sur Vincent. Elle a rencontré Salvatore. Pendant 43 minutes. Puis elle est revenue ici comme si de rien n'était. La voix de Vincent était aiguë, accusatrice. C'est exactement ce dont je t'avais prévenu. Elle joue sur les deux tableaux. L'un des autres hommes prit la parole. Un jeune homme avec une cicatrice sur la joue. Mon cousin travaille dans ce restaurant. Il dit que Salvatore avait des papiers, des documents. On aurait dit qu'il lui faisait une offre. Quel genre d'offre? La voix d'Adrienne était dangereusement calme. L'homme balafré regarda Mia, le genre d'offre qui achète la loyauté. Tous les regards se tournèrent vers elle. Mia avait l'impression d'étouffer. Il m'a forcé à monter dans cette voiture. C'est drôle, interrompit Vincent. Les hommes qui vous ont vu monter ont dit que vous l'aviez fait de votre plein gré, sans lutter, sans résister, parce qu'il a menacé mon frère. Il a menacé Emma. La voix de Mia s'éleva. Qu'étais-je censé faire? Me battre contre 3 hommes armés. Tu aurais dû me le dire. Les mots d'Adrienne la transperçaient comme des couteaux. Au lieu de ça, tu l'as caché. Tu as menti sur l'endroit où tu étais. Je n'ai pas menti. Tu as caché la vérité. C'est la même chose. Il se promenait autour du bureau. Que t'a-t-il proposé? Le silence de Mia était accablant. Patron, laissez-moi l'interroger correctement. La main de Vincent se posa sur sa veste. Dans 20 minutes, nous saurons tout. Non. L'ordre d'Adrienne était catégorique, mais ses yeux ne quittaient pas le visage de Mia. Répondez à la question, mademoiselle Jen. Que vous a proposé Salvatore? Le dossier dans son sac à main semblait peser une tonne. De l'argent, une maison, la sécurité en échange d'informations sur vous, vos déplacements, l'endroit où se trouve Luca. La pièce explosa de voix furieuses. Je le savais. C'est une espionne, patron. Nous devons éliminer cette menace. Silence. Le rugissement d'Adrienne les fit tous taire. Il s'approcha de Mia, sa voix devenant intime et terrifiante. Et qu'est-ce que tu lui as dit? C'était le moment décisif. Mia croisa son regard, refusant de détourner les yeux. Rien. Je ne lui ai rien dit. Et j'ai effacé son numéro. Tu veux qu'on te croie? Ricana Vincent. Pourquoi refuser une telle somme d'argent? Regarde-toi. Tu croules sous les dettes, tu survives à peine. Salvatore t'offrait tout ce dont tu avais besoin. Il m'offrait de l'argent sale. La voix de Mia était posée. De l'argent gagné en trahissant un garçon de 9 ans qui a déjà été abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. Elle regarda Adrienne. J'ai fait une promesse à Luca. Je ne romps pas mes promesses envers les enfants. De belles paroles, marmonna l'homme balafré. Mais pouvons-nous leur faire confiance? Je vote contre, ajouta un autre homme. Elle est un handicap, patron. Débarrassez-vous d'elle avant qu'elle ne nous trahisse. Vincent s'avança. Adrien, tu penses avec ton cœur plutôt qu'avec ta tête. Cette femme a compromis notre sécurité. Elle a été en contact avec Salvatore. Elle cache des choses. Si Maria t'a appris quelque chose, c'est bien ça. Non. La voix d'Adrienne était meurtrière. Ne les compare pas. J'essaie de te protéger. Tu essaies de prendre des décisions qui ne te regardent pas. Adrienne se tourna vers ses hommes et Mia vit le chef mafieux émerger pleinement. Mes chiens restent sous surveillance. Oui, sous surveillance peut-être, mais sous ma protection. Quiconque a un problème avec ça peut partir définitivement. Personne ne bougea. Vincent affecta 3 hommes supplémentaires à sa protection. Je veux savoir où elle va, à qui elle parle. Le regard d'Adrienne se posa à nouveau sur Mia. Et Mission, plus de secrets, plus de rétention d'informations. La prochaine fois que Salvatore ou quelqu'un d'autre vous contacte, je veux être le premier à le savoir. Compris? Mia acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix. Bien. Maintenant, sortez tous. Ils sortirent en file indienne. Vincent lança un dernier regard d'avertissement à Mia. Dans le couloir, elle l'entendit murmurer à un autre homme, Pomada. Elle va le détruire. Attends de le voir. Tout comme le souhaite Salvatore. Mia s'appuya contre le mur, les mains tremblantes. Elle avait survécu pour l'instant. Mais les paroles d'Isabella résonnaient dans son esprit. Les femmes comme toi ne survivent pas dans son monde. Peut-être avait-elle raison.
3 jours passèrent dans une routine tendue. Mia resta proche d'Emma et Luca, qui étaient devenus inséparables. Les hommes d'Adrienne la suivaient partout, même aux toilettes, se tenant à l'extérieur comme des gardes armés. Vincent la surveillait avec une méfiance évidente. Isabella était revenue 2 fois, chaque visite se terminant par des disputes houleuses avec Adrien derrière des portes closes. Le 4e jour, le téléphone de Mia sonna. Numéro inconnu. Bonjour, mademoiselle Jen. Ici Harold Brewster, votre propriétaire. Mia eut un pincement au cœur. Elle avait presque oublié son appartement, son ancienne vie. Monsieur Brewster, je suis désolé pour le loyer de ce mois-ci, mais le loyer de ce mois-ci est le cadet de vos soucis. Sa voix était sèche, professionnelle, trop professionnelle. Je vous appelle pour vous informer d'une augmentation de loyer. Elle prend effet immédiatement. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons un bail qui comprend une clause permettant des ajustements en cas de dommages matériels ou de risques accrus pour les autres locataires. Il s'est éclairci la gorge. J'ai appris que vous étiez impliqué dans des activités peu recommandables, des interventions policières dans le quartier, des individus suspects surveillant l'immeuble. Cela engendre une responsabilité. Mia a senti son sang se glacer. Combien? Le double de votre loyer actuel? 2 400 $ par mois. À payer en totalité avant de la fin de la semaine, en espèces uniquement. C'est fou. Je ne peux pas me le permettre. Alors, vous avez jusqu'à vendredi pour quitter les lieux. Je suis dans mon droit, mademoiselle Jen. Vérifiez votre bail. La ligne fut coupée. Mia resta là, le téléphone tremblant dans sa main. 2 400 $. Elle n'avait même pas 240 $ et elle savait exactement qui était derrière tout ça. Salvatore. Il la mettait sous pression, la forçait à agir, et elle trouva Adrien dans son bureau en train de visionner les images de vidéosurveillance avec Vincent. Les 2 hommes levèrent les yeux lorsqu'elle entra. « Je dois partir. » L'expression d'Adrienne ne changea pas. « Excusez-moi. C'était une erreur. Tout cela. » Les mots sortiront toutes seules. Mon propriétaire vient de me demander de doubler mon loyer à cause d'activités suspectes autour de mon immeuble. C'est Salvatore, n'est-ce pas? Il s'en prend à ma maison, à mon travail, à tout. Et c'est parce que je suis ici. Donc, tu veux t'enfuir. La voix de Vincent était empreinte de mépris. Prévisible. Je veux protéger ma fille. La voix de Mia s'éleva. Chaque jour que je passe ici, je mets Emma davantage en danger. Salvatore ne va pas s'arrêter. Il continuera à faire pression jusqu'à ce que... Jusqu'à quoi? Adrien fit le tour de son bureau jusqu'à ce que tu rampes vers lui. Accepte son offre. Donne-lui tout ce qu'il veut savoir. Non, je vais quitter la ville. Changer nos noms. Recommencer à zéro quelque part où il ne pourra pas nous trouver. Il n'y a aucun endroit où il ne pourra pas te trouver. La voix d'Adrien était dure. Dès que tu franchiras cette porte, tu deviendras une menace. Quelqu'un qui en sait trop, qui en a trop vu. Tu crois que Salvatore laisse les menaces en vie? Je prendrai ce risque. Emma ne le fera pas. Ces mots me glacèrent. Adrien s'approcha et elle vit quelque chose de dangereux dans ses yeux. Tu veux savoir ce qui arrive aux gens qui fuient dans Salvatore? L'année dernière, un homme nommé Dominique a témoigné contre lui. Protection des témoins, nouvelle identité, tout le tralala. Salvatore l'a retrouvé en 6 semaines. La femme et la fille de Dominique sont mortes dans l'incendie de leur maison. Il a compris le message et s'est rendu. Ils ont retrouvé son corps dans le port. Mia se sentit mal. Tu essaies de me faire peur. J'essaie de te sauver la vie. La voix d'Adrienne s'adoucit légèrement. Tu crois que je ne comprends pas ton envie de protéger ton enfant? Luca est tout pour moi. J'ai bâti un empire sur le sang et la peur pour le protéger. Et je te le dis, fuir, c'est du suicide. Alors qu'est-ce que je suis censé faire? Rester ici pour toujours? Laisser Salvatore détruire tout ce que j'ai construit. Ce que tu as construit a déjà disparu, mademoiselle Chen. Votre appartement, votre travail, votre ancienne vie. Tout a pris fin à l'instant où vous avez mis les pieds dans cette ruelle. Le regard d'Adrienne était imperturbable. La seule question qui se pose maintenant est de savoir si vous allez vous battre ou vous rendre. Me battre. Je suis serveuse. Je ne sais pas comment me battre contre des hommes comme Salvatore Ricci. Non, mais moi, je le sais. Adrienne s'approcha encore davantage et Mia se retrouva dos au bureau. Partez et vous ne tiendrez pas un jour. Restez et personne ne vous touchera. À vous de choisir. Ce n'est pas un choix. C'est une menace.
C'est une promesse. Sa voix s'adoucit. Je protège ce qui m'appartient. Et que cela te plaise ou non, Salvatore t'a rendu mienne en te prenant pour cible. Mia retint son souffle. Je ne suis pas un bien. Non, tu es une responsabilité. Une responsabilité que je ne prends pas à la légère. Il recula, lui laissant de l'espace. Ton propriétaire veut 200-400 $. C'est fait. Considère que c'est payé. Tes dettes sont effacées. Les frais de scolarité d'Emma sont pris en charge. Tout ce que Salvatore a menacé de vous prendre, je vous le fournirai en échange de quoi? De votre loyauté, de votre honnêteté, de votre présence dans la vie de mon fils. L'expression d'Adrienne s'adoucit lorsqu'il mentionna Luca. Il dort toute la nuit pour la première fois depuis 3 ans. Il recommence à dessiner, à sourire. C'est grâce à vous, Adrien. Je ne suis pas un homme bien, Mia. Je ne prétendrai pas l'être, mais je tiens mes promesses. Et je vous promets que vous resterez et que rien ne touchera votre fille. Rien ne vous touchera. Ni Salvador, ni ses hommes, ni personne. Avant que Mia n'ait pu répondre, Ethan fit irruption dans le bureau. Wilde était mort et paniqué. 2 gardes l'attrapèrent, mais il criait « Mia ». Ils m'ont appelé. Ils ont dit que si tu ne venais pas avant minuit... L'attitude d'Adrienne changea complètement. « Qui t'a appelé ?» « Je ne sais pas. Un homme. Il a dit qu'il avait un message pour Mia. » Ethan lui tendit son téléphone d'une main tremblante. Mia le prit et vit un SMS accompagné d'une photo. Son cœur s'arrêta de battre. La photo montrait l'extérieur de l'école d'Emma. Des enfants jouaient pendant la récréation. Emma était visible au centre, riant avec ses amis, complètement inconsciente de la caméra qui la surveillait. Sous la photo, il était écrit « Le temps presse, mademoiselle Chin. Votre frère a fait un mauvais choix une fois. Ne commettez pas la même erreur. Demain à minuit, venez seul ou nous commencerons par la petite fille. » Le téléphone glissa des doigts de Mia et tomba bruyamment sur le sol. « Quoi ?» demanda Adrien. « Qu'y a-t-il » Mais Mia ne pouvait ni parler ni respirer. Salvatore ne se contentait plus de proférer des menaces. Il comptait les heures. Vincent ramassa le téléphone, lut le message et jura. « Patron, c'est un ultimatum. Il vous force la main. » Le visage d'Adrienne se figea. Il regarda Mia, terrifié, et quelque chose changea dans son regard. « Allez chercher Emma. Amenez-la ici immédiatement. Triplez la garde à l'école jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité. » Sa voix était celle d'un commandement incarné. « Et allez chercher Marco. Dites-lui de commencer à tracer ce numéro de téléphone. »« Je m'en occupe, » dit Vincent en sortant son propre téléphone. Adrienne attrapa Mia par les épaules, la forçant à le regarder. « Respire. Emma est en sécurité. J'ai des hommes à l'école en ce moment même. Elle ne sera pas seule une seule seconde. Il va l'enlever. » « Non, il ne le fera pas. » La voix d'Adrienne était empreinte d'une certitude absolue, car je vais mettre fin à tout ça ce soir. « Comment ?» En donnant à Salvatore exactement ce qu'il veut. Un sourire froid traversa le visage d'Adrienne. Une rencontre en face à face. Le gagnant remporte tout. Les yeux de Mia s'écarquillèrent. C'est du suicide. Non. Adrienne la relâcha et se dirigea vers son bureau pour sortir un pistolet d'un tiroir. C'est la guerre, et je gagne toujours mes guerres. Vincent secoua la tête. Patron, c'est ce qu'il veut. Il vous tend un piège. Qu'il me tende un piège. Préparez le piège. Terrain neutre. Demain soir. Adrien vérifia son arme avec une aisance acquise à force de pratique. Et Vincent, amenez tout le monde. Si Salvatore veut se battre, on lui en donnera un combat qu'il n'oubliera jamais. Mia regarda le manoir se transformer de maison en forteresse. Des hommes armés, sérieux, se déplaçant avec une précision militaire, apparurent de partout. Elle avait essayé de partir pour protéger Emma. Au lieu de cela, elle avait déclenché une guerre. Emma arriva saine et sauve dans l'heure qui suivit, confuse mais ravie d'avoir été retirée de l'école plus tôt. Les hommes d'Adrienne avaient fouillé chaque recoin du bâtiment, vérifié chaque sortie, créé un convoi comme si elle était la présidente. Mia serra sa fille dans ses bras, respirant son shampoing à la fraise, essayant d'arrêter de trembler. « Maman, tu m'écrases » se plaignit Emma, mais elle la serra quand même dans ses bras. Luku apparut et prit la main d'Emma. « Allez, viens !» Les hommes de papa ont apporté de nouveaux jeux, des jeux de course. Les enfants s'enfuirent et Mia les regarda partir, le cœur battant. Comment sa vie en était-elle arrivée là, avec des gardes armés pour protéger sa fille?
Une demeure qui ressemblait de plus en plus à une forteresse. Une guerre qui couvait au-dessus de sa tête. Elle est en sécurité ici, dit Adrienne doucement à côté d'elle. Plus en sécurité qu'elle ne l'a jamais été. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus, répondit Mia en se tournant vers lui. Cette rencontre avec Salvatore, c'est un piège. Tu le sais bien. Bien sûr que c'est un piège. Le sourire d'Adrienne était froid, mais le mien aussi. Vincent s'approcha, son téléphone à la main. Problème avec le patron. Quoi encore? C'est le frère Ethan. Il a disparu. Mia eut un pincement au cœur. Comment ça disparu? Il a demandé à aller aux toilettes il y a 20 minutes. Un garde était posté à l'extérieur. Comme il ne ressortait pas, ils sont allés voir. La fenêtre était ouverte. Il a descendu le treillis. Pourquoi s'enfuirait-il? Mia haussa le ton. Il était en sécurité ici. Vincent avait l'air sombre. Les images de vidéosurveillance montrent qu'il a reçu un appel juste avant de paniquer. Puis il a disparu. Adrien jura en sortant son téléphone. Prenez toutes les caméras dans un rayon de 5 pâtés de maison. Retrouvez-le immédiatement. Mais Mia savait au fond d'elle-même. Elle savait que Salvatore l'avait enlevé. Nous sommes morts sur lui. Si nous le devons. Elle se sentait hautement. Ethan est si faible. Il a toujours été faible. Une menace, une offre d'argent, et il s'effondre. Salvatore le sait. Il a probablement appelé Ethan pour lui dire exactement quoi faire. Le téléphone de Vincent a vibré. Il a répondu, écouté, puis son visage est devenu pâle. Patron, vous devez voir ça. Il a lancé une vidéo en direct sur sa tablette. Le sang de Mia s'est glacé. La vidéo montrait Ethan attaché à une chaise dans ce qui semblait être un entrepôt. Son visage était meurtri, sa lèvre saignait. Derrière lui se tenaient 2 hommes armés. Et devant la caméra, appuyé contre une table comme si c'était une réunion d'affaires informelle, se tenait Salvatore Benetti. Adrien, Mia, j'espère que vous regardez, dit Salvatore d'une voix agréable, comme s'il s'agissait d'une conversation. Je m'excuse pour le côté théâtral, mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Le temps presse, et je dois m'assurer que vous prenez mon offre au sérieux. Il s'approcha d'Ethan et posa une main sur son épaule. Ethan tressaillit. Le jeune Ethan avait commis une erreur. Il pensait pouvoir prendre mon argent, ignorer mes appels et se cacher derrière les nouveaux protecteurs de sa sœur. Salvatore resserra son étreinte et Ethan grimaça. Mais les dettes doivent être payées d'une manière ou d'une autre. S'il vous plaît, dit Ethan d'une voix cassée. Je ne savais pas. Je suis désolé. Salvatore le fit taire d'un regard. Il se retourna vers la caméra. Voici ma dernière offre, et elle n'est pas négociable. Demain midi, Quai 17. Mia m'amène seule. Pas de garde, pas d'armes, pas de trucs, dit-il d'une voix dure. Faites cela et Ethan vivra. Votre fille restera en sécurité. Vous retrouverez votre vie normale avec une compensation financière très généreuse. Bien sûr, il fit lentement le tour de la chaise comme un prédateur. Refusé et Ethan mourra lentement. Je passerai alors au plan B, qui implique l'école d'Emma, une alarme incendie et la confusion qui s'ensuit lorsque les enfants paniquent. Son sourire était venimeux. J'espère vraiment que vous choisirez l'option A. Je ne suis pas un monstre, mademoiselle Chin. Je suis juste un homme d'affaires qui a besoin d'un moyen de pression. L'un des hommes de Salvatore lui tendit un pistolet. Il l'examina distraitement, puis appuya le canon contre la tempe d'Ethan. Ethan gémit. 24 heures, tic-tac, Salvador appuya sur la détente. Le pistolet fit clic, le barillet était vide. Ethan sanglota de soulagement. La prochaine fois, il sera chargé. Salvatore recula. J'attendrai, mademoiselle Chin. Ne me décevez pas. La vidéo s'interrompit. Le bureau était silencieux, à l'exception du souffle saccadé de Mia. Ce fils de Vincent a commencé. Silence. Adrienne réfléchissait, son esprit passant clairement en revue différents scénarios. C'est un jeu de pouvoir. Il sait que nous ne lui donnerons pas Luca. Il veut prouver qu'il peut nous atteindre, nous briser. Il veut que je te trahisse, murmura Mia. Il veut que je lui amène Luca, ce que tu ne feras pas, dit Adrienne d'une voix ferme. Mais Ethan n'est qu'un moyen de pression. Rien de plus. La voix de Vincent était froide. Patron, le frère est un handicap. Il l'a toujours été. Si nous laissons Salvatore dicter ses conditions, c'est mon frère. La voix de Mia se brisa. Il est stupide et faible et fait des choix terribles, mais c'est toujours mon frère. Je ne peux pas le laisser mourir. Tu peux et tu le feras. Vincent approche.
Parce que l'alternative est de remettre un garçon de 9 ans à un homme qui l'utilisera pour tout détruire. Ce n'est pas un choix, c'est du suicide. Mia regarda Adrien désespéré. Il doit y avoir un autre moyen. Un sauvetage, quelque chose. Il s'y attendra. Adrien serra les mâchoires. Dès qu'on essaiera d'attaquer cet endroit, Ethan sera mort. Salvatore ne bluffe pas. Alors qu'est-ce que je suis censé faire? Des larmes coulaient sur le visage de Mia. Choisir entre mon frère et Luca. Ce n'est pas juste. La justice n'existe pas dans ce monde. La voix d'Adrienne s'adoucit légèrement. Mais je peux te dire ceci. Si tu livres Luca, Salvatore remportera tout. Il aura un moyen de pression sur moi pour toujours. Il tuera ton frère de toute façon, car il ne laissera aucune trace. Et Emma deviendra sa prochaine cible dès que tu ne lui seras plus utile. Comment le sais-tu? Parce que c'est ce que je ferai. L'honnêteté d'Adrienne était brutale. Salvatore ne t'offre pas la liberté, Mia. Il t'offre une mort plus lente. Mia s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ce choix. Une petite voix se fit entendre depuis le seuil de la porte. Tu n'as pas à le faire. Ils se retournèrent tous. Luca se tenait là, toujours vêtu de ses habits de jeu, le visage solennel et bien trop mature. Luca remonte à l'étage, commença Adrienne. Non, papa. Luca entra dans le bureau, les mains serrées en poing. J'ai tout entendu. Le méchant veut que je sauve le frère de Melmia. Ça n'arrivera pas. Adrienne s'approcha de son fils. Mais ça devrait. La voix de Luca était ferme malgré ses mains tremblantes. Melmia m'a sauvé. Mais maintenant, c'est à mon tour de sauver sa famille. Absolument pas. La voix d'Adrienne était tonitruante. Tu as 9 ans et j'ai peur tout le temps. Quoi qu'il en soit, Luca perdit son sang-froid. J'ai peur que tu meurs. J'ai peur que les méchants reviennent. J'ai peur que tous ceux que j'aime s'en aillent. Des larmes coulaient sur ses joues. Mais mademoiselle Mia n'est pas partie. Elle laisse rester même quand c'était dangereux. Alors je dois rester aussi pour elle. Mia s'agenouilla et saisit les épaules de Luca. Non, tu n'es pas responsable de ça, mais mon frère est... Les mots étaient amers dans sa bouche. C'est la faute d'Ethan. Ses dettes, ses choix, pas les tiens. Alors pourquoi as-tu l'air si triste? La question de Luca était simple, dévastatrice. Si c'est sa faute, pourquoi pleures-tu? Parce que la famille était compliquée, parce que l'amour n'avait pas de sens, parce que même quand quelqu'un faisait des choix terribles, on ne pouvait pas toujours le laisser mourir. Mia n'avait pas de réponse. Adrien prit Luca dans ses bras et le serra fort contre lui. Quand il parla, sa voix était rauque. « Tu n'es pas un apôtre, jamais. Je brûlerai le monde entier avant de laisser Salvatore te toucher. » Alors qu'est-ce qu'on fait de papa? Adrien croisa le regard de Mia par-dessus la tête de son fils. Dans ce regard, il y avait une question, une proposition, une décision qui changerait tout. « On part en guerre, dit Adrien doucement. Et cette fois, on ne jouera pas selon les règles de Salvatore. On écrira les nôtres. » Le plan d'Adrien était fou. « Tu vas m'utiliser comme appât, » dit Mia d'un ton neutre, debout dans son bureau à 3 heures du matin, tandis que Vincent disposait des armes sur le bureau. « Pas comme appât. Appât implique qu'on te laisse te jeter seul dans le danger. » Adrien vérifia le chargeur d'un pistolet. « Tu vas à l'échange, mais tu ne seras pas seul. » Il a dit pas de garde. Il n'aura pas de garde visible. Vincent désigna une carte du Pier 17. « Nous aurons 15 hommes positionnés ici et ici. Des snipers sur les toits, les issues couvertes. Dès que tu nous fais signe, on passe à l'action. Et s'il me fouille, tu n'en porteras pas. » Adrienne croisa son regard. « Ça ne marchera que s'il pense que tu m'as vraiment trahi, que tu as choisi ton frère plutôt que Luca. Tu veux que je lui mente? Je veux que tu survives. » Adrien s'approcha. « Salvatore s'attend à ce que tu amènes Luca. Quand tu te présenteras seul et que tu lui diras que tu n'as pas pu aller jusqu'au bout, il te croira. Tu n'es pas une agente entraînée. Tu es une mère terrifiée. Il verra exactement ce qu'il s'attend à voir. Et ensuite, tu lui diras que tu as besoin d'une preuve que Ethan est en vie avant de céder quoi que ce soit. Fais-le patienter. Fais-le parler. » La voix d'Adrien était glaciale. « Dès que tu toucheras ton oreille, ce sera le signal. Mes hommes entreront en action. Salvatore sera neutralisé. Nous récupérerons ton frère. Des gens vont mourir. » « Oui. » Adrien ne mâcha pas ses mots, les hommes de Salvatore. « Peut-être certains des miens. C'est la guerre. C'est ma faute. » Non, Adrien lui saisit la main. Ce geste les surprit tous les deux.
C'est la faute de Salvatore. C'est lui qui a commencé. Qui a menacé des enfants? Qui a transformé son frère en arme contre toi? Il resserra sa prise. Tu as sauvé mon fils. Maintenant, laisse-moi sauver ton frère. Midi arriva trop vite. Le quai 17 était désert. Le vieux quartier des entrepôts, depuis longtemps oublié par la ville. Mia arriva dans une berline noire conduite par l'un des hommes d'Adrienne qui ne parlait pas. Il la laissa descendre à 2 pâtés de maison. Marchez droit. Ne regardez pas autour de vous. Ayez l'air effrayé. Elle n'avait pas besoin de jouer la comédie. Le quai s'étendait devant elle, le bois usé craquant sous ses pieds. Au loin, elle aperçut des silhouettes, les hommes de Salvatore, armes à la main, formant un périmètre autour d'une seule voiture. Et devant la voiture, assis dans le même fauteuil que dans la vidéo, se trouvait Ethan. Mia retint son souffle. Il avait l'air encore plus mal en point en vrai, couvert de bleu, épuisé, terrifié, mais vivant. Salvatore sortit de l'ombre comme s'il attendait un signal. Il portait un costume coûteux qui détonnait complètement dans ce décor industriel délabré. « Mademoiselle Chen, vous êtes pile à l'heure, dit-il en souriant. Mais je remarque qu'il vous manque un certain garçon de 9 ans. Mia s'arrêta à 5 mètres de lui. Je n'ai pas pu le faire. Excusez-moi, je n'ai pas pu le trahir. Luca, il me fait confiance et je... Sa voix se brisa, sincèrement. J'ai essayé. Je l'ai amené à la voiture, mais quand il m'a regardé avec ses yeux, me demandant si nous partions à l'aventure, elle essuya des larmes réelles. Je n'ai pas pu. L'expression de Salvatore se durcit. Je t'ai donné des instructions très claires. Je sais que je l'ai fait, mais c'est un enfant innocent, et moi non. Je ne suis pas un monstre, dit-elle en faisant un pas en avant. Mais je suis quand même venu pour négocier, pour trouver une autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. La voix de Salvatore devint froide. Tu as échoué, ce qui signifie « attends ». Le cri de Mia résonna sur la jetée. Vous voulez un moyen de pression sur Adrien? Je peux vous le donner. Je vis dans sa maison. Je connais ses habitudes, sa sécurité, où il garde Luca, tout. Salvatore était intrigué. Continuez. Mais d'abord, j'ai besoin d'une preuve qu'Ethan est vivant. Vraiment vivant, pas juste assis là. Laissez-moi le voir. Lui parler. Tu peux le voir de là. J'ai besoin de savoir qu'il n'est pas blessé, qu'il peut marcher. La voix de Mia était désespérée. S'il te plaît. Alors je te dirai tout. Les comptes bancaires, les refuges, les lieux de rendez-vous, tout ce qu'Adrien croit secret. Salvatore réfléchit. Finalement, il fit signe à l'un de ses hommes. Amenez-le. Ils traînèrent Ethan vers l'avant. Il trébuchait, faible, mais capable de se le déplacer. Mia, mon Dieu. Mia, je suis désolé, ça va aller. Elle l'embrassa, sentant ses tremblements. Tout va bien se passer. Elle toucha son oreille. Tout se passa en même temps. Des coups de feu éclatèrent dans 3 directions. Les hommes de Salvatore se dispersèrent, ripostant. Mia attrapa Ethan et le tira vers le sol alors que les balles sifflaient au-dessus d'eux. « Bouge !» cria quelqu'un. Vincent apparut derrière un conteneur, allongé, couvrant les autres. Salvatore plongea derrière sa voiture, sortant un pistolet de sa veste. Ses yeux trouvèrent Mia et une rage pure traversa son visage. « Tu m'as trompé. » Les SUV d'Adrienne percèrent l'entrée du quai, les portes s'ouvrant à la volée. Des hommes armés en sortirent, et soudain, le quai abandonné devint une zone de guerre. Mia traîna Ethan vers un abri, mais Salvatore fut plus rapide. Il attrapa Ethan par le col, le tirant en arrière et lui appuyant un pistolet contre la tempe. « Arrêtez !» La voix de Salvatore trancha le chaos. « Tout le monde, arrêtez ou le frère meurt. » Les coups de feu cessèrent. Un silence inquiétant s'installa, rompu seulement par le bruit des vagues contre le quai. Adrien sortit de derrière son véhicule, le pistolet levé. « Laisse-le partir, Salvatore. C'est entre nous. Tout est entre nous. » Le contrôle de Salvatore se fissurait. « Tu m'as tout pris. Mon territoire, ma réputation, mon pouvoir. Et maintenant tu l'as, elle. » Il fit un signe de tête vers Mia, jouant à la famille heureuse tandis que je perds tout. « Tu as perdu parce que tu es faible. » La voix d'Adrienne était la mort même. « Tu menaces des enfants. Tu te caches derrière des otages. Ce n'est pas du pouvoir, c'est du désespoir. Tais-toi. »
Salvatore appuya plus fort le pistolet contre la tempe d'Ethan. Ethan gémit. Je veux un passage sûr. Une voiture ou je te jure. Une petite silhouette jaillit d'un des SUV. Luca, non. Le rugissement d'Adrienne arriva trop tard. Luca courut vers Mia, ignorant les armes, les hommes, le danger. Mademoiselle Mia, je suis là. Je vais bien. Tout ralentit. Les yeux de Salvatore s'écarquillèrent lorsqu'il vit son véritable but à portée de main. Son âme se détourna d'Ethan pour se diriger vers Luca. Mia ne réfléchit pas. Elle courut et se jeta entre l'âme et le garçon. Le coup de feu retentit. Une douleur fulgurante envahit l'épaule de Mia, la faisant tournoyer. Elle heurta Luca et le couvrit de son corps lorsqu'ils tombèrent au sol. L'arme d'Adrienne tira 3 fois. Des tirs nets, précis, professionnels. Salvatore trébucha en arrière, le sang se répandant sur sa poitrine. Son arme tomba sur le quai dans un bruit métallique. Il regarda le sang, puis Adrien, la surprise dans ses yeux mourants. « Tu vas toujours perdre, » dit Adrien calmement, « parce que tu as oublié la seule règle qui compte. On ne menace pas ce qui m'appartient. » Salvatore s'effondra. Les hommes restants se dispersèrent ou se rendirent. L'équipe de Vincent intervint pour sécuriser la zone. Tout fut terminé en quelques secondes. Adrienne courut vers Mia et s'agenouilla à côté d'elle. « Mia, Mia, regarde-moi. » Elle couvrait toujours Luca, le sang imprégnant sa veste. Le garçon pleurait, essayant de voir si elle allait bien. « Je vais bien, haleta Mia. Tout comme lui, Luca. Je vais bien. » « Tu m'as encore sauvé. » Les petites mains de Luca pressèrent sa blessure, essayant d'arrêter le saignement. « Papa, aide-la, s'il te plaît. » Adrienne retourna délicatement Mia sur le dos et examina la blessure. Elle était nette. « Tu vas survivre. » Mais ses mains tremblaient tandis qu'il appuyait sur la plaie. « Espèce de femme stupide, courageuse et impossible. Tu aurais pu mourir. » Lui aussi, murmura Mia en regardant Luca. « Pas sous ma surveillance. » Ethan rampait vers eux, le visage couvert de larmes. « Mia, je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout ça. » Plus tard, l'ordre d'Adrienne fut sec. « Vincent, soignez-la maintenant. » Les hommes se précipitèrent pour lui prodiguer les premiers soins. Au loin, les sirènes hurlaient. La vision de Mia commença à se brouiller, mais elle sentit la main de Luca serrer la sienne, refusant de la lâcher. Elle sentit la présence rassurante d'Adrienne, sa voix donnant des ordres à tout le monde, prenant le contrôle. Avant que l'obscurité ne l'envahisse, elle entendit Luca murmurer. « Tu as tenu ta promesse. Tu n'es pas parti. Jamais, parvint-elle à dire. Jamais parti. » Puis le monde devint noir. Mia se réveilla avec une odeur d'antiseptique et d'eau de Cologne coûteuse. Son épaule lui faisait mal, elle était étroitement bandée. La pièce autour d'elle lui était familière. C'était l'une des chambres d'amis du manoir d'Adrienne. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux de soie. Et dans le fauteuil à côté de son lit, les bras croisés, les yeux fermés, mais clairement éveillés, était assis Adrien. « Tu es un garde épouvantable, » croassa Mia. N'importe qui aurait pu entrer. Il ouvrit brusquement les yeux. Le soulagement envahit son visage avant que le masque ne revienne en place. « Tu es restée inconsciente pendant 18 heures. Le médecin a dit que la balle était sortie proprement. Aucun dommage permanent. J'ai de la chance. » Elle essaya de s'asseoir et grimaça. « Non. » Adrienne se leva doucement et la repoussa. « Tu as pris une balle pour mon fils. Le moins que tu puisses faire, c'est de te reposer. » « Où est-il? » « Luca. Il dort dans la pièce d'à côté. Il a refusé de partir avant que je lui aie promis qu'il pourrait être présent à ton réveil. » Une expression douce traversa le visage d'Adrienne. « Il a dessiné des portraits de toi. Des images de toi en super-héroïne volant et sauvant des gens. » Malgré la douleur, Mia sourit. « La plupart du temps, je ne peux même pas me sauver moi-même. Tu as sauvé ce qui comptait. » Adrienne s'assit sur le bord de son lit en prenant soin de ne pas la bousculer. Ethan est en bas sous bonne garde. Il faut qu'on parle de lui. Le sourire de Mia s'estompa. Il va bien physiquement? Oui. Et sinon? La voix d'Adrienne s'est durcie. C'est compliqué. Comme s'il avait été appelé, la porte s'est ouverte. Ethan se tenait là, flanqué de 2 hommes d'Adrienne. Il semblait plus petit, en quelque sorte diminué. Quand il a vu que Mia était réveillée, des larmes ont coulé sur son visage. Mia. Mon Dieu, j'ai cru que tu avais été touchée, j'ai cru. Je vais bien.
Elle essaya de paraître rassurante, mais sa voix était fatiguée. « Viens ici. » Ethan se précipita vers elle et s'agenouilla à côté du lit. « Je suis désolé pour tout. Le jeu, les dettes, avoir parlé à Salvatore. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je pensais juste, dit-il d'une voix brisée. Je pensais pouvoir arranger les choses moi-même. Tu pensais pouvoir choisir la solution de facilité. » La voix d'Adrienne trancha l'instant comme une lame. « Tu as pris l'argent de Salvatore. Tu lui as donné des informations sur ta sœur. Tu as mis non seulement sa vie en danger, mais aussi celle de sa fille. Je sais. Je n'ai pas fini. » Adrienne se leva, dominant Ethan de toute sa hauteur. « Tu as fait tirer sur une femme. Tu as failli faire tuer un enfant. Tout ça parce que tu n'as pas su assumer tes propres erreurs. » Il s'approcha et Ethan recula. « Ta sœur a pris une balle destinée à mon fils. Elle a saigné sur cette jetée pour protéger ce que j'aime le plus au monde. Tu comprends ce que cela signifie? » Ethan acquiesça, terrifié. « Cela signifie qu'elle fait désormais partie de ma famille. C'est à moi de la protéger. C'est à moi de subvenir à ses besoins. Elle est à moi. » La voix d'Adrienne prit un ton menaçant. « Et toi? Tu es le boulet qui a failli la détruire. Donne-moi une seule raison pour laquelle je ne devrais pas t'achever ici même. » Adrienne Mia sursauta. « Non, il ne quittait pas Ethan des yeux. Il doit comprendre. Dans mon monde, la trahison a des conséquences. Ta sœur a payé ta dette de son sang. Mais toi, il se pencha pour se retrouver face à Ethan. Si tu vends à nouveau ta sœur à qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit, aucune dette ne te sauvera. Aucune relation, aucune pitié. Je t'effacerai. Compris? Oui. La voix d'Ethan n'était qu'un murmure. Oui, j'ai compris. Bien. Adrienne se redressa. Tu as deux choix. Quitter la ville, changer de nom, recommencer ailleurs, là où je n'aurai plus jamais à te revoir. Ou il marqua une pause. Tu restes, tu travailles pour moi, dans une entreprise légitime. Tu gagnes ta vie, tu rembourses chaque centime que Salvatore t'a donné en travaillant honnêtement, et tu prouves que tu es digne de la sœur qui a failli mourir pour toi. Ethan regarda Mia, désespéré. « Que veux-tu que je fasse? » Mia observa son frère. « Faible, imparfait, mais toujours de la famille. Je veux que tu grandisses, que tu deviennes l'homme que papa pensait que tu pouvais être. » Sa voix était ferme malgré son épuisement. « Reste ou pars, je m'en fiche. Mais si tu restes, tu feras exactement ce que dit Adrienne. Plus de raccourcis, plus de jeux d'argent, plus de choix stupides. Je resterai. » Ethan lui saisit la main. « Je te le prouverai, je te le jure. » Adrienne fit signe à ses hommes. « Installez-le dans les quartiers du personnel. Trouvez-lui du travail dans l'entrepôt. Il rendra compte à Marco. S'il y a des problèmes, je veux être prévenu immédiatement. » Alors qu'ils emmenaient Ethan, Mia expira. « Merci de ne pas l'avoir tué. Ne me remercie pas. Remercie le fait que tu aies pris une balle. » Adrienne se rassit et son masque se fissura légèrement. « Quand je t'ai vu tomber, quand j'ai vu ce sang, il s'interrompit, serrant les mâchoires. J'ai vu des centaines de personnes mourir. Ça ne m'a jamais affecté. Mais te voir tomber, ça va. Tu es imprudente, mais il n'y avait aucune animosité dans sa voix. Tu nous as choisis plutôt que ta famille. Tu t'es jeté devant une balle pour un enfant qui n'est même pas le tien. Je le considère comme le mien. » Cet aveu fut plus facile que Mia ne l'avait imaginé. Tous les deux, Luca et Emma, sont devenus, elle chercha le mot, tout. Je connais ce sentiment. La main d'Adrienne recouvra la sienne avec précaution. Tu m'as demandé une fois ce que j'attendais de toi. Voici la vérité. Je veux que tu restes, pas par obligation, pas pour me protéger, mais comme un membre de la famille. Adrien, tu nous as choisis plutôt que ta famille, répéta-t-il. Et cette fois, sa voix était différente, vulnérable. Maintenant, tu es à nous. Lucas, Emma est à moi. Il croisa son regard. Si tu nous acceptes, ce n'était pas une proposition. C'était une revendication, une déclaration. Dans son monde, c'était ce qui se rapprochait le plus de l'amour. Une protection féroce, possessive, absolue. Mia repensa à son ancienne vie, à l'appartement qu'elle avait perdu, à son travail qui lui permettait à peine de payer ses factures, à la peur et à l'épuisement constant. Puis elle repensa au dessin de Luca,
au rire d'Emma qui résonnait dans les couloirs en marbre, à l'étrange famille brisée qu'ils étaient devenus. D'accord, murmura-t-elle. Je suis à toi. La porte s'ouvrit brusquement. Luca entra en courant, suivi d'Emma, les visages des deux enfants rayonnants. Tu es réveillé. Lucas grimpa sur le lit, en prenant soin de ne pas lui faire mal à l'épaule. Papa a dit que tu étais une héroïne, que tu m'avais encore sauvé. On t'a fait des cartes. Emma brandit une feuille de papier cartonné recouverte de paillettes et de cœurs dessinés au crayon. Sur la mienne, il y a une image de notre famille. Tu vois, c'est toi, moi, Luca et me Adrien. Mia regarda le dessin. 4 bonhommes allumettes se tenant la main devant une maison. Une famille. Pas celle qu'elle avait prévue, mais celle qu'elle avait choisie. Adrienne se leva pour laisser la place aux enfants. Mais avant de partir, il se pencha et effleura sa tempe d'un baiser. Bienvenue à la maison, Mia. Et pour la première fois depuis des années, Mia se sentit comme chez elle. 3 mois plus tard, Ethan travaillait dans l'entrepôt d'Adrienne, regagnant peu à peu le respect de ses collègues. Emma et Luca fréquentaient la même école privée, inséparables. Vincent regardait toujours Mia avec suspicion, mais avait cessé de suggérer des interrogatoires au sous-sol. Et Mia, elle, devint quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Pas la femme d'Adrienne, pas exactement sa partenaire, mais la femme à ses côtés, celle qui le mettait au défi, protégeait de son fils, apportait de la chaleur à une maison bâtie sur le sang et le pouvoir. Les nuits de calme, après que les enfants se soient endormis, elle et Adrienne s'asseyaient dans son bureau. Parfois, elles discutaient de stratégie. Parfois, elles se contentaient de profiter d'un silence confortable. Ça te manque? Lui demanda-t-il un jour, ton ancienne vie. Mia y réfléchit honnêtement. La simplicité me manquait, mais pas la peur, pas la lutte, les regrets. Elle le regarda, cet homme dangereux et compliqué qui était devenu son étrange point d'ancrage. Juste un. Qu'est-ce que c'est? J'aurais aimé trouver cette ruelle plus tôt. Elle sourit. Cela nous aurait évité bien des ennuis. Le rire d'Adrienne était rare et sincère. Il la serra contre lui et Mia se blottit contre lui, se sentant en sécurité comme jamais auparavant. Elle avait sauvé le fils d'un parrain de la mafia des ravisseurs. Ce qu'il fit ensuite choqua toute la ville. Il la fit entrer dans sa famille, et dans son monde, la famille était tout.